Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon, tout le monde. Mon nom est Gab Masson et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas stressé de vous faire parler dans le franc des yeux par moi ainsi que mes invités. Alors, au podcast Dans le franc des yeux, aujourd'hui, on change de sujet par rapport à la saison 2 que j'ai mis en ligne entre octobre 2023 et février 2024, qui était Le Québec en quarantaine, où on a passé 12 à 14 épisodes, dépendamment, il m'en reste un ou deux à mettre en ligne, sur l'histoire du Québec, l'histoire cachée du Québec et du Canada en lien avec la création des États-Unis. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir des visions alternatives sur l'aspect historique de l'Amérique du Nord, alors je vous invite à aller voir cette série qui s'appelle Le Québec en quarantaine. Mais aujourd'hui, on s'entretient sur un sujet qui me passionne probablement encore plus que l'histoire cachée, c'est l'aspect anatomie, biologie en lien avec la situation qu'on a connue tout le monde ensemble sur la planète dans les 4 dernières années. Alors, bien sûr, j'ai parlé de l'aspect de la pandémie. Juste avant de commencer, je vais faire un certain avertissement, un trigger warning, comme on dit en français, en bon québécois, pour les gens qui ne sont pas intéressés à avoir des discussions sur des hypothèses alternatives, des idées peut-être qui vont un peu en parallèle avec le système médical moderne et tout ça, ben, c'est à vous de prendre votre décision, d'être responsable de ce que vous écoutez. Si vous allez de l'avant, on va parler de choses qu'on va étiqueter généralement de complotistes ou de théories pseudo-scientifiques, des choses comme ça. Mais ici, à Franc-Maçon, moi, je considère que c'est important d'aller s'attarder aux faits et si les choses respectent la méthode scientifique, en fait. Donc, pour ça, ben, il faut s'amuser à rechercher. Il faut écouter, il faut discuter, il faut être ouvert d'esprit et il faut étudier les idées hétérodoxes pour pouvoir les considérer et voir ensuite de ça qu'est-ce qu'on décide de suivre dans son petit cœur. Alors, si ça ne vous intéresse pas, tout le monde, vous pouvez quitter. Si vous êtes ouvert à ça et vous avez envie peut-être d'étudier des idées différentes, eh bien, c'est la place pour vous aujourd'hui. Donc, c'est une conversation qui va être un espace de recherche. Donc, ce n'est pas aucunement une conversation médicale. On ne parle pas de cure ici, ni de relation patient-médecin, aucunement du tout. Donc, je ne veux pas donner de fausses impressions aux gens qui vont écouter le show. C'est simplement une conversation dans un espace de recherche, si on veut, aujourd'hui avec mon invité. Alors, qui est-il, mon invité? Eh bien, il s'appelle Jérémy Mercier. Pour faire un bref survol d'où je me situe aujourd'hui et pourquoi je reçois M. Jérémy Mercier, c'est que dans les 4 dernières années, il y a eu des hypothèses principales. Je généralise juste pour la mise en contexte pour les gens peut-être qui veulent se remémorer le tout. La pandémie, on a bien sûr le virus, le SARS-CoV-2 qui a créé la maladie COVID-19. Il y a eu toute la notion de complotisme qui est venue directement en même temps que la pandémie dans les médias pour étiqueter ceux qui avaient des théories alternatives de complotistes, entre autres. Mais la théorie principale alternative était qu'il y avait peut-être une fuite de virus en laboratoire, peut-être des recherches en gain de fonction, donc un virus modifié peut-être même génétiquement pour être un virus virulent qui allait pouvoir créer une pandémie. La théorie principale admise au départ était bien sûr que le virus était de source naturelle. On a la théorie du lab, pas du lab, pardon, mais du marché de Wuhan, qui aurait été transmis de façon zoonétique, quelque chose comme ça, pour utiliser des grands mots scientifiques. Et il y a un troisième groupe qui est le groupe qui m'avait intéressé, qui s'appelle le groupe No Virus en anglais, donc pas de virus, où est-ce qu'eux ont dit non, non, non. En fait, dans la littérature scientifique, nous, si on analyse la littérature scientifique, on trouve que les preuves pour soutenir l'existence d'une particule virale qui serait infectieuse, contagieuse, n'est pas là, n'est pas soutenue. Donc, l'hypothèse de la théorie des germes, qui est une théorie de contagion virale d'une personne à l'autre, n'est pas fondée tant que ça. Et on essaie de le prouver présentement. Et ce groupe-là est en marge de la marge. Et étant donné qu'ici, on est tout le temps un peu à l'alternative de l'alternative, eh bien, c'est ce groupe-là que j'ai suivi pendant les 4 dernières années. Ça a été principalement en anglais. Puis dans la francosphère, en fait, il n'y avait pas grand monde qui parlait de ça en 2020. Et au fil du temps, bon, moi, j'ai parlé de ça avec Stéphane Gay, microbiologiste au Québec, un petit peu. J'avais un podcast qui s'appelait Le Traversier dans l'automne 2020. Et suite à ça, eh bien, c'était un peu mort, là. Il n'y a personne qui parlait de ça dans les grands comptes alternatifs au Québec. En France, je ne connaissais pas beaucoup. Et fin 2021, je crois, j'ai découvert Jérémy Mercier, qui est notre invité d'aujourd'hui, qui est finalement une des seules personnes qui s'est exprimée assez fortement sur ce sujet, à rechercher et à explorer cette notion avec sérieux et avec rigueur. Et suite à ça, en 2022, là, on a eu une espèce de petite éclosion au Québec avec Jean-Jacques Crèvecoeur et Sylvain Laforêt aussi, qui en ont parlé un petit peu plus. Mais c'est resté quand même très, très en marge.
mais de mon côté, ça m'a toujours passionné. Alors, fin de la mise en contexte, tout le monde. Maintenant, je reçois mon invité. Donc, Jérémy Mercier est un jeune homme qui vient de célébrer, je crois, son 42e anniversaire. Donc, on va lui souhaiter bonne fête également aujourd'hui. Il a été formé comme scientifique à l'université en chimie principalement. Je crois qu'il a un doctorat aussi en sciences environnementales du Collège impérial de Londres, d'après ce que j'ai vu sur son site web. Alors attention, on va regarder un peu s'il a été approché pour des sociétés secrètes par peut-être au Imperial London College dans ses études. Et il s'est extirpé, peut-être il s'est sauvé, je crois, de son berceau natal pour aller résider en Estonie. Et il est encore là présentement, d'où il prend part au dialogue international dans la sphère francophone sur ce sujet d'intérêt. Donc, Jérémy Mercier, bienvenue à Franc-Maçon. Merci d'être là. Merci à toi, Gab, hein, pour cette invitation et je suis content de partager avec toi mes compréhensions et mes pensées sur ce sujet vraiment passionnant, effectivement, nos virus. Oui, exactement. Et puis, je veux dire, bon, merci d'avoir été patient pendant l'introduction. Je fais une introduction assez longue, mais c'est que je veux quand même prendre le temps de clarifier, surtout un espèce d'avertissement. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça parler de ces choses-là et tout. Et puis, c'est très controversé à cause de la pression médiatique qui a été exercée face à tout ce qui est point de vue alternatif, science un peu en marge, qu'est-ce qui va à l'encontre du narratif principal médical surtout. Donc, il y a des gens qui sont vraiment pas confortables là-dedans. Donc, le but, c'est de pas, pour moi, c'est pas de choquer les gens. Moi, j'essaie toujours d'être positif, constructif et dans le volontarisme, si on veut. Donc, si les gens prennent part à une discussion comme ça, il faut que ce soit volontaire, puis avec une information finalement divulguée, un consentement éclairé et informé, comme on dit quand on fait une expérience médicale. Ben là, c'est une expérience mentale qu'on fait aujourd'hui. Fait que Jérémy, écoute, comme je te disais juste avant de commencer, je vais diriger les gens moi, vers tes réseaux sociaux à la fin du show pour les gens qui veulent en apprendre sur toi, sur ton site web beaucoup plus. On va quand même faire une petite bio résumé, savoir un peu qui tu es, s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur ta formation. Et puis, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené aussi rapidement à aller en Estonie? Donc, tu veux-tu peut-être commencer à nous parler un peu de toi et puis comment Ouais. ça va à l'aube de tes 42 ans? Ouais, alors déjà, je veux rebondir sur quelque chose qui m'a fait rigoler. C'est la première fois que j'entends en français le Collège impérial de Londres. Pour moi, c'est Imperial College. Donc, j'ai fait mon doctorat effectivement en anglais là-bas. Alors, c'était pas tout à fait en sciences environnementales, c'était en recherche environnementale. C'est bon, c'est le terme c'est comme ça que c'est écrit sur mon diplôme. Donc, je cite exactement tel que c'est Ouais. écrit. Mais à la base, donc effectivement, je suis scientifique de formation, plutôt en chimie au début. J'ai d'ailleurs fait je crois que c'est quatrième année de chimie, enfin, on appelle ça comme ça, au Canada, à McMaster University en Ontario. Donc, je connais un tout petit peu le Canada, où j'ai passé un peu moins d'un an. Et avant ça, donc j'étais à l'École normale supérieure de Lyon. Ça fait partie des grandes écoles en France, un système très particulier, très compétitif, où j'ai réussi à rentrer après un concours très très difficile. Et donc après mes études et après mon doctorat, j'ai été un an ingénieur-chercheur à côté de Paris. Ça m'a saoulé très vite, le monde de l'entreprise, les structures pyramidales, obéir à un chef, hein, c'était tout à fait contre ma façon de faire. Et donc, je me suis lancé progressivement dans ce qui me passionne le plus, à savoir, euh, comment dire, la santé globale ou les approches de santé naturelle, intelligente, enfin quelque chose comme ça. Et ça m'a amené à me poser des questions sur plein de choses, sur l'alimentation, sur tout le monde que j'appelle maintenant l'industrie de la maladie, c'est-à-dire les labos pharmaceutiques et le monde médical de manière générale, et à découvrir beaucoup de choses qui m'ont choqué profondément au début, alors que je viens d'une famille où il y a quand même pas mal enfin pas mal. Ma mère était infirmière et mes grands-parents étaient pharmaciens, donc voilà, je viens de ça aussi. Et j'ai appris à remettre en question de plus en plus ce qui me paraissait évident ou normal ou la réalité pour ensuite voir ce qu'il y avait derrière. Et donc, je me suis formé aussi donc, aux États-Unis à l'Institut de santé Hippocrate en Floride, à West Palm Beach, où j'ai rencontré plein de gens de plein de pays qui venaient soit pour se soigner de maladies très graves et très avancées, soit pour rester en forme. Et Excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu as étudié avec le fondateur de l'Institut Hippocrate, le monsieur, je me souviens pas de son nom, là, je pense qu'il a 70 ans aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Brian Clement? Oui, oui, c'est ça, je crois. Oui, Hein? oui, oui, c'est ça, oui, bah oui, bien Ouais, sûr, j'étais là-bas. Mhm. ouais, il est très intéressant, ce monsieur-là aussi. Oui, oui, alors alors moi je suis très très critique de tout, donc il y a des trucs que j'ai adoré, d'autres moins là-bas, voilà. Ouais, ouais. Mais en gros, j'ai quand même une super expérience. Et après, moi j'ai ouvert un centre de santé, disons, à Nantes, dans l'ouest de la France,
pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté parce que j'aimais pas être contraint dans un lieu avec des horaires. C'était trop, ça m'enfermait quelque part. Et je voulais continuer à faire des recherches, ce qui m'a amené après à m'intéresser à à quelque chose qui s'appelle les zones bleues, les endroits où les gens vivent longtemps et en bonne santé. Donc, je suis allé voir ces zones bleues, qui sont 5, même 6 maintenant. Donc, une petite région en Sardaigne, en Italie, donc une petite île en Grèce, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Okinawa au Japon et la ville de Loma Linda en Californie. Et là, il y a une sixième qui a été récemment découverte, c'est la Martinique. Hein, voilà, OK, une île OK, je savais pas. française des Caraïbes, hein, et qui a été validée comme zone bleue par Michel Poulain, qui est un chercheur belge qui a découvert les zones bleues et qui travaille beaucoup dessus, que j'ai rencontré 2 fois récemment. Il est passé me voir. Bref, et, euh, et donc, ouais, voilà, je suis passionné par tout ça. Et quand Covid est arrivé, dès fin 2019, ça n'avait pas ce nom-là au début, il disait, je sais plus quoi, nCoV, je sais plus, enfin bref, Ouais, ouais, ça ouais. faisait un nom un peu au début. Et tout de suite, j'ai vu, enfin, l'arnaque totale. C'était clair pour moi. On avait déjà vécu H1N1 en 2009-2010, qui a pas, c'est quelque chose qui a pas du tout pris. Je sais pas comment ça s'est passé au Québec, mais en France, personne n'est tombé dans le panneau. Enfin, très rare. Et, les gens ne sont pas du tout allés se faire vacciner à l'époque. Roselyne Bachelot, qui était la ministre de la Santé, avait commandé je ne sais combien de millions de vaccins. Elle en avait beaucoup trop par rapport à ce qui a été distribué. Donc, elle a donné très généreusement tous ces vaccins à l'Afrique. Bref, enfin, tu vois, c'était un fiasco total. Les gens ne sont pas tombés du tout dans le panneau. Ce qui était d'ailleurs très agréable. Et moi, je m'étais dit, ah, on est des vrais Gaulois, tu vois, qui se laisse pas faire. Enfin, toi, j'étais vraiment dans cette idée-là, donc j'étais content. Alors après, il y a plein de choses qui sont passées en France, hein, notamment 11 vaccins qui sont devenus obligatoires peu après que Macron soit élu président de la République pour les petits. Donc maintenant, on a 11 vaccins obligatoires pour les enfants, ce qui est hallucinant et qui est un retour d'ascenseur parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui a aidé notamment Macron à accéder au pouvoir. Et, Mhm. euh, et donc, quand arrive 2019, je vois l'arnaque arriver, énorme pour moi. Et au début, je me dis, bon, les gens vont pas tomber dans le panneau. Et en 2009, ils ont montré que c'était bon, que ça prendrait pas. Et quand on a ce discours de Macron qui dit 6 fois, nous sommes en guerre pour annoncer le confinement, c'était vers je sais plus, le 15 mars, quelque chose comme ça, au tout début, comme partout. Je me suis dit, c'est tellement gros cette manipulation, c'est tellement affreux. Et quand j'ai vu que tout le monde y croyait, que tout le monde a respecté et que tout le monde est resté chez soi, là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais le seul, si tu veux. Ah Donc ouais, moi, hein? j'étais fou, quoi. Je me suis dit, mais que sont devenus les gens? C'est devenu des bœufs, c'est pas possible. Enfin, c'était absolument horrible pour moi de voir ça. Et là, j'ai vu la réalité, c'est-à-dire que la France était devenue un pays où les gens étaient devenus des gens extrêmement crédules et, soi-disant, pour protéger les autres, étaient prêts à toutes les absurdités. Donc voilà, donc ça c'était un vrai choc pour moi et c'est ça qui m'a amené après à quitter donc la France avec ma famille au mois d'octobre 2020 puisque j'étais Tu avais prévenu. déjà un enfant à ce moment-là? Oui, j'avais 2 enfants, hein. J'ai Deux j'ai deux déjà, OK. j'ai 2 filles qui ont 10 et 14 ans. Et OK. donc, on a quitté ensemble la France fin octobre. Parce que j'avais été prévenu un mois à l'avance de la date précise, au jour près, du deuxième confinement en France. Alors qu'à un moment où personne ne parlait de ça, où tout le monde pensait que c'était du passé, que ça se reproduirait pas, etc. Et moi-même, je me suis dit, même jusque 2 jours avant, je me suis dit, mais il va rien se passer. Peut-être que j'aurais dû rester. Enfin, même si j'en ai déjà marre de la France, hein, il y avait trop de trucs qui m'énervaient. Mais bon, OK, OK. et on est parti, et c'est au milieu de notre trajet, lors d'un arrêt en Pologne, que là, effectivement, Macron annonce le deuxième confinement. Je me dis, ah bah voilà, on avait raison. Donc, c'était à l'été 2020, c'est ça? C'était octobre, Printemps-été. octobre, octobre 2020. Octobre, OK, excuse-moi. OK. Donc, tu avais passé quand même le premier 6 mois à peu près en France. Le C'est premier ça, donc confinement j'ai et tout j'ai- j'ai ça. pu voir tout ce qui s'est passé. Très intéressant. D'un point de vue sociologique, c'était génial. Moi, tous les jours, je sortais, je voyais les gens, comment ils essaient de se protéger, les jauges dans les magasins, les gens qui font la queue avec leur caddie pour rentrer. Enfin, j'ai tout testé. Puis moi, j'ai essayé, entre guillemets, d'attraper le truc, soi-disant, que je n'ai rien, que je n'ai pas eu. Voilà. Toi, tu as eu J'ai zéro, tout. zéro Ah, moment j'ai avec des symptômes ou quelque chose comme ça? Ou... beaucoup plus tard, mais j'ai tout essayé pendant le premier confinement pour avoir, entre guillemets, le Covid. Rien du tout. Mais par contre, oui, j'étais un peu malade, mais bon, c'est une grippe, quoi. Au mois de janvier 2022, bah, le jour de mes 40 ans, en gros, c'était ma crise de la quarantaine. C'est comme ça que j'ai appris ça, OK, que OK. j'ai pris ça. Et c'était ma crise de la quarantaine. Bah oui, bah, j'ai eu la grippe, je suis resté 2 jours au lit, puis après, ça allait mieux. Puis voilà, enfin, en gros, enfin,
Et alors, voilà. Donc, aussi important que la fameuse pandémie de rhume de 73 et la diarrhée de 87. Enfin, des Ouais, trucs ouais, ouais. dont on se fout complètement, quoi. Et là, on a monté en épingle un truc qui est devenu une pandémie parce que, parce que ça a été dit à la télé, quelque part. Donc, bref. Et donc, moi, donc, je suis en Estonie depuis octobre 2020. Et voilà, donc ça fait 3 ans et demi, effectivement. Malade. Puis, juste par curiosité, en 30 secondes, l'Estonie, est-ce qu'il y avait, y a-t-il une communauté, communauté francophone là-bas ou tu peux t'exprimer en anglais? Comment, c'est quoi ton Alors, jour le jour? il y a très peu de Français, il y en a quelques-uns, mais c'est une toute petite minorité. Donc j'ai quelques bons amis français ici à Tallinn. Je suis dans la capitale, donc. Mais sinon, c'est un tout petit pays, hein. Il y a 1 million 300 000 habitants. Donc dans la capitale, la plupart des gens parlent anglais. Alors en gros, les langues principales, c'est l'estonien et le russe, hein, parce qu'il y a quasiment 40% de russophones à Tallinn, hein. C'est une très très OK, forte OK. minorité. Mais beaucoup de gens parlent anglais, donc on peut se débrouiller en anglais au quotidien. Après, j'ai essayé de me mettre à l'estonien, mais c'est une langue très, très difficile. Une Est-ce des que plus difficiles à c'est-tu apprendre pour les francophones. des racines slaves comme le russe ou c'est Pas totalement. du tout. OK, Ça n'a rien à ça vient voir. de l'Est, là. Ça vient de l'Ouest, là. OK. Ça n'a rien à voir. Ça ressemble au finnois, donc la langue de la C'est ça, Finlande, c'est c'est ça. tout. En gros, c'est ça. Donc, Je dis l'Ouest, mais du Nord-Ouest, ouais, c'est ça. OK. donc c'est une langue qui ressemble pas du tout à ce qu'on connaît. Donc, c'est très difficile. Il y a 14 cas pour ceux qui aiment les déclinaisons. Enfin, bref, c'est l'horreur. Mais donc, voilà. Mais bon, voilà, je me suis mis un petit peu. Mes filles le parlent. Voilà. Ouais, avec ils vont à l'école là-bas et tout. Exactement. OK, Et, bon. bon, voilà. Donc, voilà, je me suis mis, voilà, plus ou moins, je me suis mis un petit peu au russe aussi pour avoir quelques bases, mais Ouais, ouais. voilà. Ah J'ai ben pas écoute. vraiment besoin. L'anglais suffit à Tallinn, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fascinant, vraiment. Merci beaucoup pour ce parcours. Écoute, moi, mon défi dans un entretien comme ça, c'est le manque de temps. Tu sais, comme je te disais, tantôt, tu disais, ah, peut-être que ça va être trop long pour 90 minutes. Mais moi, c'est ça. Moi, il faut que je me contrôle, il faut que je me gère parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais discuter avec toi. Pour moi, c'est comme un exutoire de pouvoir parler avec toi, comme je disais avant qu'on enregistre, parce qu'il y avait tellement peu de gens qui considéraient ce sujet-là. Fait qu'écoute, on va quand même plonger assez vite dans l'idée. Je veux te poser des petites questions peut-être rapides au début pour situer un peu mieux ta position. Tu sais, tu parlais de bon, le H1N1 et tout ça, tu sais, au Québec, ici, pour te donner une idée, moi, à ce moment-là, j'étais, tu sais, bon, je suis peut-être 3 ans de moins que toi, mais moi, je n'étais pas intéressé tant que ça par ces trucs-là, la santé et tout. Fait que moi, j'ai vécu ça totalement comme rien. Tu sais, à ce moment-là, je n'étais pas trop intéressé, je ne suivais pas tout, mais je me souviens que il y a eu il n'y avait pas eu des gros taux de vaccination et tout ça au Québec non plus. Puis Jean-Jacques Krefka, justement, en a parlé dans ses vidéos et tout. Lui, il a une très bonne image de ça parce qu'il était très impliqué à ce moment-là. Et puis, quand on regarde les articles et tout ça, tu sais, ça avait été beaucoup d'essoufflé là, par la suite. Là, tu sais, ça avait été analysé avec beaucoup de critiques quand même et tout ça. Puis le taux vaccinatoire n'avait pas été très fort. Puis finalement, il n'y avait pas eu aucun problème, là, tu sais, comme on le sait, sauf d'autres problèmes peut-être suite aux injections, mais ça, c'est une autre question. Fait que de mon côté, moi, en fait, moi aussi, ça a été assez rapide, tu sais, mais moi, j'arrivais de l'aspect quasiment plus spirituel, tu sais, en 2020, là, tu sais, donc spirituel, santé holistique aussi, beaucoup global, mais j'avais pas du tout fait les démarches en lien avec tout ce qui est virologie et tout ça. Donc, toi, quand tu dis que tu as vu l'arnaque dès la fin 2019, est-ce que tu avais déjà en toi la compréhension ou une analyse assez faite comme de quoi que les virus potentiellement n'existaient pas et que tu étais adepte de la théorie du terrain ou ça s'est fait après 2020? Alors, ouais, c'est une très bonne question. En fait, en 2009-2010, j'ai vu passer à l'époque des vidéos de Jean-Jacques Reffker, justement, que je suivais de très très loin. Enfin, et j'ai vu des trucs où il a parlé plus ou moins de Béchamp, Antoine Béchamp, qui était un biologiste, enfin, pas tout à fait biologiste d'ailleurs, chimiste, il me semble. Mais, non, je ne sais plus exactement, j'ai un doute. Mais bon, en tout cas, elle a fait plein d'expériences sur des micro-organismes et pour tester justement les levures, les champignons et plein de petites choses. Et c'est lui qui aurait découvert ce qu'il appelait les microzymas, enfin bref, et à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et donc il a parlé d'Antoine Béchamp, il a parlé de terrain, de choses comme ça, et qui m'avait intéressé. Et je me suis dit, ah, ça paraît bien, etc. Mais à l'époque, je venais d'avoir mon premier enfant. Et j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup dessus. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc c'est resté dans un coin de ma tête. Et après, moi qui étais passionné de santé holistique, j'ai commencé à plonger à fond dans l'alimentation, à fond dans les histoires d'émotions, quoi faire des émotions, qu'est-ce que ça veut dire.
à rentrer dans des histoires de nettoyage du foie, enfin plein de trucs comme ça. Mais j'avais dans un coin de ma tête cette histoire béchamp, virus, pas virus, etc. Voilà. Et quand est arrivé l'espèce de grippe chinoise de 2019, de fin 2019, je me suis dit, ils nous prennent pour des cons comme en 2009-2010 avec H1N1. Voilà. Mais je me suis dit, enfin, je me suis pas posé la question du virus ou pas, en fait. C'est-à-dire que presque, je pouvais croire qu'il y a un virus, mais c'était pas ça le sujet. En fait, c'est que je savais que s'il y avait une maladie, ça allait pas être une maladie qui allait tuer tout le monde et qu'il fallait rester chez soi et des trucs comme ça. C'est-à-dire que je croyais pas à la dangerosité. Voilà. Ouais, ouais. Cela dit, quand au début, je me suis fait un peu fait avoir quand même, quand il y a eu en mars-avril les histoires, ah, ça vient de Wuhan, etc. Et je crois que j'ai même dû faire un article de blog là-dessus. J'ai mis un truc du genre, ah oui, c'est ça ce qui s'est passé. C'est il y a le professeur Montagnier qui est passé à la télé sur CNews. On m'a envoyé des messages la veille en disant, ah, Montagnier sera demain à la télé, il faut que tu regardes, etc. Et j'ai regardé et Montagnier commence à dire, ah, dans le virus du SARS-CoV-2, dans le génome, il y a des morceaux de HIV, c'est la preuve que ça a été trafiqué en laboratoire, etc. Et moi, je suis tombé dans le panneau là. Là, je me suis dit, ah oui, peut-être qu'il y a un truc, ça tue pas vraiment, c'est faux, mais peut-être qu'il y a un truc trafiqué. Donc, toi, je me suis fait avoir et c'est comme si j'avais mis de côté Béchamp qui était dans un coin de ma tête et que je rentrais dans l'hypothèse de oui, il y a un virus et un virus qui est sorti d'un Et laboratoire. je pense que Voilà. là, on est quand même au printemps 2020. Là. Je pense que quand Montagnier était sur les plateaux, quand il a fait ces déclarations-là, ça doit être au moins mars-avril, je crois, 2020, si je ne me trompe pas. Là. C'est ça. Pas longtemps après le confinement, Fait que vraiment. t'étais pas, rendu mars-avril, tu n'étais pas déjà dans l'histoire de nos virus. C'est venu un peu plus tard à l'été, Alors, disons. c'est venu un peu plus tard. Je ne OK. saurais pas trop dire quand, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne croyais pas du tout à la dangerosité ni à l'intérêt de toutes ces mesures. Qui était Ouais, ouais. prévu, de rester chez soi. Enfin, tout ça, pour moi, c'était le délire total. Voilà. Mais je me disais, ouais, peut-être qu'il y a un virus, mais on s'en fout, quoi. Enfin, parce que de toute façon, comme j'avais mis Béchamp de côté, je me disais, bah, de toute façon, il y a des milliards de virus et même il y en a des centaines de milliards même qu'on ne connaît pas. Et alors? Donc voilà, pourquoi faire un focus sur ce soi-disant nouveau truc qui n'est pas un problème? C'était ça un peu ma façon de voir les choses. Ouais, ouais, puis je Mais, peux faire une mini parenthèse rapide. Ça se peut des fois que je t'interrompe comme ça pour bien placer sûr, des pas de trucs problème. pour les auditeurs qui moi, m'intéressent, puis que des fois, je veux faire un genre de puzzle. Tu sais. Ce que tu parles ici, est-ce que tu connais la personne au nom de Zach Bush, Dr. Zach Bush? Ah, ça me dit quelque chose, mais très vaguement. OK. C'est ça parce que même en même temps, excuse-moi, je ne vais pas faire une trop grosse parenthèse, mais moi, je suis je suis plus américano-centriste dans ce que je recherche. Donc, moi, je suis moins, tu sais, comme mettons Jean-Jacques Crèvecoeur, même Radio-Québec, Alexis Cossette et tout ça, dans leurs trucs, ils sont beaucoup axés sur la France et le Québec, et en gros, la France. Et moi, je suis très Québec, Amérique du Nord, États-Unis. Des fois, moi, j'ai beaucoup moins de références françaises, j'en ai plus américaines, fait que des fois, j'ai pas les mêmes, mais Bien sûr. il y a tout cet aspect-là de gens comme le docteur Zach Bush et beaucoup de gens, en fait, qui sont très alternatifs dans leur compréhension de la santé, sont très holistiques, mais leur vision sur la question des virus, c'est que, en fait, il y en a des millions, des milliards, et un virus comme un autre, c'est pas plus dangereux, dans le fond. L'important, c'est la santé holistique et on va pouvoir dealer avec les virus, même s'ils nous infectent. Donc, C'est c'est un ça. peu Oui, l'image oui, que oui. tu me dresses là. Là. D'accord. Oui, oui. Moi je pense qu'à ce moment, j'avais un peu cette idée, effectivement, du je cultive mon terrain en ayant une bonne alimentation, en faisant du sport, en sachant quoi faire de mes émotions. La même chose. Fait que je te laisse poursuivre. Donc, tu commençais en fait à poursuivre dans la description Ouais, ouais, des virus. Là. ouais, ouais. Donc par rapport au terrain, je me disais, bah, il suffit de cultiver son terrain, c'est-à-dire manger correctement, nourrir des émotions qui nous font du bien, et enfin, apprendre voilà, à traiter ses émotions de manière générale, faire du sport éventuellement, voir des gens et ne pas être isolé. Enfin, exactement tout le contraire du confinement, quoi, en gros. Euh, et c'est pour ça que j'avais aucunement peur de ça. Mais j'étais encore effectivement à ce moment-là dans l'idée, parce que j'avais mis Béchamp de côté, pourtant que j'avais exploré un petit peu une dizaine d'années auparavant, et j'étais dans cette idée, ouais, il y a peut-être un truc qui traîne, mais bon, et alors, voilà. Et c'est plus tard que c'est venu cette idée, ben, en fait, il y a pas un truc qui traîne. Il n'y a pas en tout cas ce qu'on représente comme un virus qui traîne. Ça, c'est venu un peu plus tard, effectivement. Good. Écoute, tu sais, juste pour te dire, de mon côté, c'est ça que je trouve ça tellement le fun, en fait, de pouvoir comparer un peu nos histoires. Tu sais. Moi, j'avais vraiment, c'est ça, de 2010 à 2000.
16, 17, disons. Moi, vu que j'étudiais en physique avant ici à Montréal, en fait, quand j'étais à Montréal, et puis après ça, j'ai arrêté, j'ai eu toute une autre partie de ma vie, et puis quand je suis revenu m'intéresser à la science à partir de 2010-2012, j'ai replongé dans la physique, tu sais, puis moi, il y avait tout le temps des choses qui m'étaient restées en tête de mon expérience dans le système d'éducation qui me tracassaient, qui me chicotaient. Et puis, moi, en fait, j'avais focusé beaucoup là-dessus et d'essayer de comprendre un peu comment finalement marchait un peu plus l'univers au niveau, mais vraiment plus cosmologique, tu sais, et le modèle standard des particules, donc la différence en fait entre le modèle de la relativité générale, la gravitation et le micro, donc la mousse quantique, si on veut, et puis le champ du zéro point d'énergie et tout ça. Et j'avais comme déjà un peu fait un gros travail quand même là-dessus personnel, tu sais, par intérêt, puis j'essayais de comprendre un peu qu'est-ce qui n'avait pas marché pour moi dans le domaine de la physique institutionnelle. Puis, fait que j'arrivais avec une espèce de compréhension déjà très alternative que je ne pouvais pas exprimer vraiment en lien, mais avec la physique, tu sais. Et puis, la spiritualité et la notion de religion, morale et même sociologie. Et ça m'avait amené à me poser toutes les questions un peu sur, OK, qui gère le monde et tout ça par ce biais-là lié au spirituel. Et j'avais donc un peu une vision similaire à la tienne par rapport à l'histoire des virus, mais je ne m'étais jamais en fait attardé à ça finalement. Il y avait tout l'aspect du corps humain que je n'avais pas encore incorporé dans ma nouvelle vision de la compréhension de la physique unifiée, si on veut. Moi, dès le mois de mars, c'était la mi-mars 2020, euh, donc parce que dans le groupe de scientifiques qu'on peut suivre du côté américain surtout et un peu anglais, il y a les gens comme Andrew Kaufman, Dr. Tom Cowan, Mark et Sam Bayleys, les blogueurs comme Mike Stone et Mike Donio. Et également David Icke qui a été gros aussi dans ça avec London Real, avec Brian Rose, je ne sais pas si tu connais un peu en Angleterre. Donc, toute cette gang-là, et bien sûr, Stéphane Lenka et Stefano Scoglio s'est rajouté après à ça aussi, que vous avez reçu. Mais le docteur Tom Cowan avait fait une vidéo qui avait été quand même assez virale dès le mois de mars. Et il parlait de champs électromagnétiques, en fait. Et là, il avait sorti cette bombe-là, comme de quoi qui parlait que les virus, quels étaient-ils? Et il parlait d'hypothèses de contamination plus électromagnétique. Et là, moi, là, j'ai vu cette vidéo-là, je me souviens encore du moment, ça a fait un éclair de génie dans ma tête. Je disais, ah, mais mon Dieu, mais c'est ça, parce que le corps est dans la physique unifiée. Le corps n'est pas des particules, le corps est dans un champ également qui est uni avec le tout. Et j'avais comme pas encore incorporé la notion de germe, finalement, puis comment ça peut donner la maladie. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ah, mais le corps, c'est des cymatiques, finalement. Donc, tout l'aspect du son, tu sais, avec comment la matière se propage dans le son par résonance pour créer des formes géométriques, ça crée des choses comme ça. Et quand moi j'ai vu ça, ça a fait un déboulement automatique dans ma tête. Et là, j'ai fait, OK, j'ai même pas réfléchi, ça a été mon focus de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, finalement, pour essayer de mettre ça dans ma vision de la physique que j'avais développée avant. Fait que ça donne une idée un peu d'où j'arrivais. Et moi, à partir de ce moment-là, pour moi, là, c'était difficile de me faire revenir du côté des germes, tu sais, parce que là, quand j'ai suivi ce groupe-là et j'ai analysé par l'entremise de leurs analyses à eux, les anciens papiers scientifiques et tout ça, tout faisait énormément de sens pour moi. Donc, moi, c'est un petit peu de là que j'arrive ici. Fait qu'écoute, ta compréhension, mettons, en date d'aujourd'hui, peux-tu nous faire, mettons, le résumé le plus concis que tu pourrais sur, mettons, les grandes lignes, là, tu sais, virologie, comment est-ce que tu vois ça maintenant? Comment tu vois la maladie? Ta conclusion en date de janvier 2024, si on veut, ce serait quoi? Alors, juste pour revenir sur Tom Cowan, j'ai vu sa vidéo, je savais pas que c'était lui, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça que c'était lui, cette fameuse vidéo qui est sortie en mars sur le champ électromagnétique et l'arrivée du télégramme, des ondes radar, des radios, je sais pas quoi, qui seraient responsables de bon, pandémie, entre guillemets, etc. J'ai vu passer cette vidéo en mars et je t'avoue que moi, elle m'a un peu j'ai trouvé ça intéressant et en même temps, il y a plein de choses qui me gênaient là-dessus. Mais on reviendra dessus éventuellement après. Avec plaisir. Euh, en- ouais, mais effectivement, moi, sinon, je suis Sam Bailey et j'adore ses vidéos. Je sais pas, un an et demi que je regarde régulièrement ses vidéos et je trouve ça vraiment génial. Et moi, en fait, pour continuer sur l'historique, j'ai fait une interview de Denis Rancourt en mai 2020 sur les masques. Et il venait de sortir un article qui s'appelait Face Masks Don't Work. Donc les masques faciaux ne marchent pas.
Et j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça incroyable, hein. Il faisait simplement une revue de la littérature montrant que on n'a jamais montré l'utilité quelconque des masques pour prévenir les maladies appelées virales, respiratoires. Bref. Je pense qu'il y avait Donc à ce ça, c'était moment-là fascinant. Denis Rocco et Russell Blaylock dans la même période, qui avaient sorti des gros articles là, en démontant ça finalement. Puis après ça, l'Institut Cochrane est venu plus tard aussi confirmer le truc. Alors, je me souviens plus que Cochrane aussi avait confirmé ça, mais en tout cas, on a fait cette vidéo avec Denis qui a été virale, vraiment, pour le coup, ça a été un énorme, beaucoup de vues sur YouTube et sur Facebook. Après, bon, ça a été censuré, évidemment, tout ça depuis, mais ça m'a amené énormément, moi, de commentaires de gens qui me disaient tu es un criminel, j'espère que tu vas te retrouver intubé aux urgences, en soins intensifs. Enfin, plein de gens, hein, enfin, plein des dizaines, peut-être pas des centaines, mais au moins des dizaines de personnes qui m'ont souhaité ça quand même par mail. Enfin bref, j'ai reçu un courrier. Bon, toi, il y a quand même quelqu'un qui a pris la peine d'écrire un courrier au siège social de mon entreprise pour m'insulter et me menacer, quoi. Toi, bon, c'est tout. Mais bon, c'était marrant, quoi. Et donc, depuis cette période, j'ai collaboré et travaillé avec Denis Rancourt. On a écrit une dizaine de papiers ensemble, ainsi qu'avec Marine Baudin et Joseph Hickey. Et c'est Denis qui m'a parlé du bouquin Virus Mania. Ouais, Il m'en a parlé dès, je sais plus quand, peut-être fin 2020 ou début 2021. J'ai mis quelques mois à l'acheter. Une fois que je l'ai acheté, j'ai mis quelques mois à commencer parce que c'est un pavé, hein, moi, je le recommande. Hein, c'est vraiment la référence, hein. Il est en anglais et en français, évidemment, Virus Mania. Et ça, quand je me suis vraiment mis, là, je me suis dit, waouh! Là, c'était vraiment, je me disais, mais chaque page, c'est une claque. C'est une énorme claque dans la gueule. Et vraiment, j'ai adoré ça. Ça m'a aidé à vraiment euh, changer et affermir mes positions et avoir une meilleure représentation du monde et de cette histoire de virus. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, c'est dur, c'est impossible de dire que quelque chose n'existe pas. En fait, scientifiquement, ça n'est pas possible de dire ça. Ça n'existe pas. Parce que ben, ta théorie comme quoi ça n'existe pas, elle est juste jusqu'à ce qu'on te montre que ça existe. Euh, je peux dire que les licornes n'existent pas, mais si un jour on me montre une licorne, je serai obligé d'accepter que les licornes existent. On n'en a exact. jamais vu. Mais ça se trouve, ça existe, tu vois. Et là, c'est un peu la même chose avec les virus. Euh, Ça se trouve, ça existe. Quasiment à chaque fois qu'on nous dit c'est un virus, il y a une explication alternative qui marche mieux. Mais ça se trouve, peut-être que les virus existent quand même, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis un peu là-dedans aujourd'hui. Et ce Ouais. que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il reprend pas mal de problématiques de santé, hépatite, sida, polio, enfin bref, je ne sais plus quelle est la liste. Et il reprend point par point les arguments qui mettent en avant, ah, c'est un virus qui explique ça. Et en fait, dit, ben non, on peut expliquer ça beaucoup mieux sans faire intervenir un virus. Voilà. Et ça me plaît énormément parce que ça permet de mieux comprendre, disons, cette arnaque virale. J'avais été en Russie, pas très loin, à Saint-Pétersbourg, fin 2022, et j'ai rencontré une médecin russe, Valentina Kiseleva, qui m'a dit, et j'ai trouvé sa phrase très très forte, à chaque fois qu'on met en avant l'hypothèse virale, c'est pour cacher un crime derrière. Et je me Hmm. suis dit, waouh, c'est hyper puissant ça. Et je pense que c'est ça la réalité, effectivement. Parce que, parce que à chaque fois qu'on nous dit, ah, il y a un nouveau virus, il y a un machin, soit il n'y a rien du tout, c'est pour faire peur, vendre des vaccins, ou bref, ou pour restreindre les libertés, soit c'est qu'il y a autre chose, il y a quelque chose, mais c'est pas un virus, c'est autre chose. Par exemple, pour la polio, euh, clairement, c'est pas un virus qui explique ces paralysies, tous ces problèmes qu'on a pu avoir dans les années 40 à 60, disons à peu près. Si je me trompe pas de période, je crois que c'est ça en gros. Et c'est très probablement une intoxication à des métaux lourds, au DDT, un insecticide puissant présenté comme efficace, hein, mais qui est extrêmement toxique, qui a été interdit dans les années 70, quasiment partout dans le monde. Et après, on a changer la définition de la polio. Enfin, il y a toujours des bidouilles pas possibles pour justifier les vaccins et montrer leur efficacité. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est vraiment une industrie complètement mafieuse. Et le cas de la polio est extraordinaire. Et j'avais invité Urmiret pour en parler tout début 2022, il me semble, en février 2022.
Et sa présentation, j'avais trouvé, était vraiment très pertinente et intéressante. Et Oui, ça a donc vraiment... docteur Ray, R-A-Y, je crois, et que C'est tu as ça. fait au moins 3, 4, même plus, le 5, 6 webinaires avec elle, au moins, qui sont sur ta chaîne Odyssée. Oui, oui, Et il y en a qui sont oui. vraiment centrés sur la notion de Béchamp et de la virologie et de la polio et tout ça. Donc, j'avais écouté ça en 2022, Ouais. je crois. Ouais, c'est ça. Donc, au début, je l'avais approché par rapport à ça. Bon, après, on a parlé elle a parlé d'autres choses plus philosophiques parfois. Mais là, effectivement, c'était vraiment sur la polio. Et je voulais l'entendre vraiment développer ses arguments par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça, waouh, ça venait rajouter une couche d'éléments par rapport à ce que moi j'avais déjà, mais grappillé à droite à gauche, et que j'ai retrouvé après dans Virus Mania, et également dans un autre livre que j'adore. Moi, j'ai la version anglaise, mais il existe aussi en version francophone, Vaccination, la grande désillusion, Dissolving Illusion en anglais, qui est vraiment un extraordinaire livre qui débunk pour moi totalement la vaccinologie, qui présente la vaccinologie comme une pseudoscience en fait. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est brillantissime. Ils vont sortir, d'ailleurs, je suis en contact avec son auteur, Roman Bystrianyk, Ouais. et ils vont sortir la version pour les 10 ans, une version un peu améliorée, peut-être augmentée, je ne sais plus. Je crois que ça sort là début 2024. Bref. Exact, dans les prochaines semaines, prochains mois, là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et Et donc puis, là, ils vont faire aussi un site web, je pense, mieux fait avec les références pour que les gens puissent, tu sais, après ce que j'ai compris, vraiment télécharger les chartes de données et tout ça pour la chronologie et puis l'histoire de la virologie et des ah oui, vaccins. je savais tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, j'ai eu un appel avec Roman Bystrianyk qui m'a parlé de ça. C'était vraiment très intéressant. Et leur bouquin, il est vraiment, vraiment génialissime. Il est absolument à lire pour toutes les personnes qui croiraient peut-être un peu que quand même, est-ce que tel vaccin, celui-là, il serait pas utile? Alors là, vraiment, tout est défoncé là-dedans. Là, c'est waouh, c'est énorme. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un très bon chapitre sur la polio aussi là-dedans et qui explique bien l'arnaque totale, hein, à la fois de la définition de la polio, puis du vaccin, des causes supposées, etc. Donc non, c'est vraiment, vraiment génial. Et donc aujourd'hui, ma façon de voir les choses, c'est, ben, pour la plupart des maladies, ou peut-être toutes, parce qu'il faudrait les explorer toutes, enfin les unes après les autres, pour la plupart des maladies, voire toutes, l'explication du virus comme cause de la maladie est fausse. C'est pas ça la cause. Peut-être que ce qu'on appelle virus, donc ces petites particules de matériel génétique qui se baladent, ça se trouve, c'est la conséquence. Hein, parce que quand on a des cellules qui ont un problème de toxicité, quelle que soit l'origine de la toxicité, elles réagissent. Donc peut-être qu'il y en a qui meurent, peut-être qu'il y en a qui mettent des informations pour communiquer aux autres cellules. Toi, on ne sait pas exactement. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas en biologie. Et peut-être que ce qu'on appelle virus, ça n'a rien à voir avec une cause. C'est comme quand il y a des mouches sur un tas de fumier, c'est pas la cause du fumier, c'est juste bah, elles viennent parce qu'il y a un tas de fumier, il y a un truc à digérer, à traiter, quoi. Et comme une ambulance sur un lieu d'accident, bah, c'est pas à cause de l'ambulance qu'il y a l'accident, c'est parce qu'il y a eu un accident que l'ambulance vient. Toi, c'est un peu la même chose, hein. Donc il faut vraiment réussir à prendre du recul. Et c'est d'ailleurs peut-être même la même chose avec les bactéries et les infections bactériennes. Peut-être que dans la plupart des cas, les bactéries sont là pour non pas infecter, mais pour nettoyer quelque chose qui a été euh, infecté, disons, soit par une souillure extérieure, soit elles sont là pour, je sais pas, bouffer des produits toxiques qui viennent du corps parce que il y a des problèmes de, justement, je sais pas, de métaux lourds ou de produits chimiques ou autres. Mais peut-être que les bactéries ne sont pas la cause, souvent. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais c'est probablement très souvent le cas. Un peu l'image aussi qu'on pourrait avoir, c'est quand dans certains cas, peut-être de gangrène ou je ne sais plus quelle maladie, on peut mettre des asticots. Et les asticots, ça va venir bouffer les chairs mortes, mais ça touche pas aux chairs saines. Donc ça fait un nettoyage. Et une fois que les asticots ont fini de manger les chairs mortes, hop, ils tombent. Toi, ils ont plus de lieu d'être là. Et peut-être que c'est la même chose justement avec les bactéries considérées peut-être à tort comme pathogènes et ou les entre guillemets virus. Voilà. Ouais, Donc on faut voir les choses différemment. Il faut essayer d'être plus intelligent que ce que nous présente la propagande, disons. et puis, ben, c'est super intéressant. Tu sais, c'est quand même dans le cœur du problème. Tu sais, puis pour prendre un petit pas de recul, comme tu disais, parce que là, bon, pour les gens peut-être qui n'avaient pas entendu parler de cette conversation-là à l'intérieur des hypothèses scientifiques et tout ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui est juste avancé par toi ici. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même
assez gros comme mouvement. Puis, on peut remonter ça à il y a très longtemps, on parle de décennies en arrière. Donc, tu sais, il y avait déjà des gens. Donc, tu sais, les gens aujourd'hui dont on a parlé tantôt, j'ai nommé quelques noms, c'est pas eux qui ont avancé une nouvelle hypothèse comme ça ici, est sorti ça en 2020. Là, tu sais. Donc, dans les années 80, quand il y a eu toute la question du VIH, du sida, il y avait déjà des groupes internationaux qui étaient ensemble, qui faisaient des travaux de recherche, qui émettaient déjà les mêmes critiques sur les problèmes dans la littérature scientifique qui supposément appuyaient ou prouvaient la vérité des particules virales, de l'infection, de la contagion et tout ça. Il y avait le groupe PERT, P-E-R-T-H, d'Australie principalement. Il y avait d'autres gens en Amérique aussi. Et puis, suite à ça, ben, dans les années 2000, il y a d'autres groupes qui se sont joints à ça. En parallèle, il y avait le mouvement qui dénonçait plus la chronologie de l'efficacité et de la sécurité, surtout des injections vaccinales, comme tu le disais tantôt. Mais ça, c'était différent. Et là, rendu en 2020, là, il y a comme des mélanges entre ces groupes-là qui se font avec le nouveau groupe de gens qui ont repris un peu le flambeau de la non-existence potentielle des virus et tout ça. Fait que c'est pas tout nouveau, c'est pas récent, ça fait longtemps que ça existe, tu sais. Et en lien avec ça, en fait, je voudrais aller un petit peu plus loin dans ta vision du truc parce que, bon, déjà ça, c'est un gros coup pour les gens qui ont jamais entendu parler de ça, tu sais, mais une fois que tu dis, OK, bon, hypothèse intéressante, la première question qui vient pour les gens, c'est ben, qu'est-ce qui cause la maladie si c'est pas des virus? On est tellement habitué depuis qu'on est enfant, je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Les films, les téléséries, tout est en lien avec les virus. Le système médical, c'est infection bactérienne, sinon infection virale, puis c'est des antibiotiques finalement pour les deux cas, et après, ça va aller mieux. Donc, ma question qui sort de ça, c'est est-ce que dans ton analyse, la situation présente, quand on parlait de Deschamps tout à l'heure et ses livres, entre autres, le troisième élément anatomique du sang par rapport au microzima, est-ce que tu travailles, toi, avec la compréhension pléomorphique de ce qu'on appelle les microzymas ou les somatides ou il y a un autre nom en anglais que j'oublie présentement, qui sont des petites donc, particules qui seraient la source de vie initiale à l'intérieur du corps humain, du sang, de la biologie, et que l'environnement, finalement, euh, intérieur dans le corps ou extérieur imposé par des insultes ou de la toxicité externe, provoque finalement une mutation interne et que c'est ton corps qui va muter ces petites entités en soit bactéries, soit fongies, champignons, si on veut, soit levure ou mold, ou encore une fois des parasites, et que ça même, à l'intérieur de toi, va essayer de te ramener à l'homéostasie, et après ça, ça va faire un cycle inversé, donc rétrogradé à l'état de microzima. Donc ça, c'est tout un peu l'hypothèse qui est un peu cachée en dessous de ça, donc l'hypothèse vraiment du terrain, la théorie du terrain, c'est un peu ça, incluant le pléomorphisme à l'intérieur, lorsqu'on va jusqu'au fond des choses. Et en lien avec ça, il y a toute la question de voir les microzymas avec nos instruments de mesure, parce que moi, j'ai échangé ici au Québec avec des gens qui travaillent en bactériologie à l'Université de Montréal, entre autres, et qui me critiquaient juste parce que moi, je leur demandais de venir discuter avec moi de qu'est-ce qu'ils pensaient de cette hypothèse-là, mais ils ont refusé, parce que dans le fond, ils disaient que c'était totalement pseudo-scientifique. Si jamais il y avait une existence de ces microzymas-là supposés, on le saurait, on le verrait, mais nous, on ne voit pas ça dans nos instruments et tout ça. Donc, je t'ai lancé un gros morceau, mais dans la théorie du terrain, est-ce que tu vas jusque-là ou non? Et où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là. Je voulais juste dire aussi que moi, pendant très longtemps, un de mes films préférés, c'était L'Armée des 12 singes. Hein, Mhm. tu vois de quoi je parle? Avec Avec Bruce. Bruce Willis et une espèce d'apocalypse à cause justement d'une pandémie qui dévaste l'humanité, lesquels les rares survivants doivent se cacher sous terre pendant un siècle, pendant le temps que le virus finit de circuler à la surface. Enfin bref, une horreur. Et donc moi, c'était mon film préféré, mais vraiment, j'adorais ce film. J'avais vu C'est Brazil excellent, ça. aussi. Et donc, ça a vraiment façonné. Et par contre, je me souviens avoir vu aussi, je sais plus ce que c'était comme film, je sais plus comment ça s'appelait, peut-être Pandémie d'ailleurs, en pas longtemps, peut-être vers 2012, peut-être 2012, je crois, 2011-2012, j'étais à Paris à l'époque, je crois. J'ai trouvé ça horrible. Et c'est un film dans lequel, c'est,
c'est quoi son nom? Sandra Bullock ou peut-être Gwyneth Paltrow, je sais plus laquelle des deux, qui au tout début du film meurt justement. C'est une actrice hyper connue et elle disparaît au bout de même pas 5 minutes du film, justement à cause de cette terrible pandémie qui est en train de commencer à dévaster l'humanité, quoi. Et ça m'avait choqué dans ce film-là parce que je me souviens qu'ils se moquaient des entre guillemets influenceurs qui conseillaient aux gens de pas sortir de chez eux alors que eux-mêmes, en fait, ils mettaient des scaphandres pour pouvoir sortir de chez eux et ne pas être infectés. Donc c'était vraiment, en fait, la manipulation, elle est énorme. Elle est tout le temps présente dans le monde culturel, cinématographique. Et enfin, vraiment, il faut que ça rentre, quoi. Il faut que tout le monde y croit et y mette les moyens. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte après coup. Alors, par rapport Ouais, à ta puis question, juste rapidement, c'est super intéressant. Je pense que le film, c'est en anglais, c'est Contagion, donc je crois que ça doit être peut-être Contagion en français. peut-être que ouais, Euh, je me souviens plus. Quand Possible. on parle de ça, tu sais, on n'ira pas là-dedans, mais tu sais, c'est tout l'aspect pré-programmation, programmation sociale. Et puis là, dans la pandémie, surtout en fin 2021-2022, il y a eu toute l'idée de conscience de masse. Là, donc, ça fait le lien avec Edward Bernays, manipulation du consentement, de l'opinion publique et tout ça. Donc, Hollywood et tout ce qui est socio-culturel a un potentiel d'être utilisé pour, évidemment, nous ancrer des programmes en soi que lorsqu'un événement arrive dans la réalité, ben, on est déjà prêt à l'accepter là-dessus. Fait que ça va être très intéressant que tu aies apporté ça. Alors, par rapport aux causes des maladies, moi, je pense que bah, il y a déjà un terrain. Je pense vraiment que cette histoire de terrain, elle est valable. Et c'est quelque chose qui a été utilisé, par exemple, en ce qu'on appelle la bioélectronique Vincent. Je ne sais pas si c'est connu au Québec. C'est une discipline qui a été développée par un Français dans les années, enfin, au XXe siècle. Je crois qu'il est mort dans les années 80. Euh, je me souviens plus de son prénom. C'est un double prénom, Vincent. Louis-Claude Vincent, c'est ça, Louis-Claude Vincent. Et donc, il fait des analyses en partant d'analyses de pH, de résistivité et je ne sais plus quel autre paramètre du sang, des urines et de la salive. Il détermine le terrain de la personne et selon le terrain, selon ces paramètres-là, ça sera favorable ou non à des maladies comme la tuberculose ou comme le cancer ou comme je ne sais quoi. Enfin bref. Et donc, pour lui, c'est complètement lié à ces paramètres-là. Et ces paramètres-là, on peut les influencer par notre alimentation, par une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, je dis n'importe quoi, la connexion à la terre, la Ouais. consommation d'une autre qualité, etc., etc. Bref. Donc moi c'est vrai que j'avais plus cette vision déjà que je trouvais ça intéressante. Et, par rapport donc aux causes, donc moi je vois un terrain déséquilibré. Donc déséquilibré par quoi? Bah, par la peur déjà, hein. Si tout le monde vous dit à la télé, vous allez tous mourir, vous devez rester chez vous, sinon vous allez tuer vos voisins, vos grands-parents, etc. Bah, les gens qui y croient vont avoir très peur et peuvent se rendre malades. On sait, enfin ça c'est, je veux dire, c'est quelque chose de prouvé scientifiquement. Le stress impacte fortement la santé des gens et un gros état de stress peut rendre malade. Oui, bah oui, il y a des gens qui peuvent se retrouver complètement à cause de la peur, angoissé, j'arrive plus à respirer, je suis pas bien, puis je suis malade, j'ai mal partout. Enfin, ouais, je pense qu'on peut carrément causer quelque chose qu'on va appeler Covid juste par la peur, juste par ça. Après, il peut y avoir évidemment une mauvaise alimentation. Alors, aujourd'hui, en médecine conventionnelle, l'alimentation, c'est considéré comme n'ayant aucun rapport avec les maladies, sauf éventuellement l'obésité. Mais tu vois, pour le reste, c'est comme si, c'est comme si ça n'avait strictement aucun rapport. Ce que tu mets dans ta bouche qui va nourrir tes cellules et tout, c'est vraiment hors sujet. On s'en fout. Et encore Donc, là, l'obésité, c'est limite parce que si tu parles un petit peu trop d'alimentation, tu tombes dans la grossophobie. Fait que fais attention à ce que tu dis là. Tu sais. oui, oui. Après, ils vont te dire non, c'est génétique, c'est je sais pas quoi. Non, non. Genre, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Et du coup, on laisse vraiment tout, c'est tout pouvoir pour l'industrie agroalimentaire et pour les conseils diététiques complètement bidons qu'on va attendre à droite, à gauche. Bref, donc l'alimentation joue énormément. Et moi, j'ai pu voir dans mon expérience personnelle avec des gens que j'ai accompagnés et plein de gens que j'ai rencontrés partout que l'alimentation avait un rôle fondamental sur la santé. Évidemment, enfin, j'ai envie de dire, c'est évident. Et ça a toujours été connu, mais depuis une centaine d'années, c'est comme si c'est quelque chose qui avait été ignoré du corps médical. Voilà. Donc les médecins aujourd'hui, en tout cas en France, c'est comme ça, n'ont aucune connaissance en alimentation saine. Ils savent pas ce que c'est. Ils sont incapables de donner des conseils. Ils ne connaissent pas. Et ils savent même pas que ça a un rapport avec la santé. Donc c'est pour te montrer l'ignorance, mais crasse de ce milieu par rapport à ça, et y compris, ce qui est encore plus choquant, même des gastro-entérologues, donc des gens qui bossent sur le système digestif, ne font pas le lien entre ce que les gens mangent et l'état de leur système digestif. C'est hallucinant. Et pourtant, on en est à ça en 2024. Bref. Donc voilà, bon, j'aurais J'en beaucoup à dire sur la profite, médecine. j'en profite pour lancer une précision de mon côté que j'aime bien pour partager avec les gens parce que
quand on tombe dans surtout au Québec, je ne sais pas en France à quel point, mais au Québec, le domaine médical est extrêmement important. Les médecins au Québec, depuis les années 90, ont un aura très, très forte dans le public. Nous, on a délaissé complètement la religion dans les années 70-80 au Québec et on a des choses qui ont pris place, sans nécessairement dire que c'est une religion le médical, mais il y a des gens qui ont une grosse aura de pouvoir et d'importance au Québec et le domaine médical est très fort là-dessus. Donc, c'est très controversé au Québec de discuter peut-être de problèmes par rapport aux médecins. Les gens tout de suite vont, évidemment, il y a les accusations médiatiques de conspirationnistes, de théoriciens du complot, mais même chez Monsieur, Madame, tout le monde, quand on parle de ça, les gens vont dire, ben là, tu peux pas t'imaginer que tous les médecins, c'est des méchantes personnes qui font partie d'un complot, tout ça. Et moi, je veux toujours quand même prendre une seconde pour préciser que quand on parle de choses comme ça, c'est pas ça la critique, parce que les médecins ne peuvent pas appliquer ce qu'ils apprennent pas. Donc, tu sais, le problème, c'est le système de formation, c'est le système éducationnel, comment qu'on forme les médecins. Et en fait, il n'y a pas de formation dans leur processus d'éducationnel universitaire sur la nutrition ou même sur la sécurité vaccinale, sur les études qui ont été faites pour qu'est-ce que compose un vaccin, comment ça fonctionne, etc., etc., etc. Donc, c'est pas de leur faute à eux, c'est pas de dire que les médecins sont des mauvaises personnes et tout ça. Quoique, il y en a qui pourraient se poser plus de questions, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas le temps parce que la vie d'un médecin, ça fait partie d'un rush constant. Donc, un médecin, c'est fait pour être hyper, hyper performant tout le temps, être des super hommes, des super femmes finalement, et ils n'ont pas le temps d'aller rechercher, de prendre du temps pour passer 5, 10, 15, 20, 100 heures sur des sujets comme ça, puis s'intéresser à ça. Sinon, le domaine médical va souffrir à cause qu'ils vont manquer de temps pour regarder les patients. Donc, si les médecins apprenaient autre chose, il y aurait plus de connaissances. Donc, c'est pas eux le problème. Donc, en gros, là, tu sais, je parle. Fait que je voulais juste faire cette parenthèse-là. Je te laisse continuer, Jérémy. Je sais pas si ça t'apporte d'autres choses en tête, là. Oui, bah moi, je suis extrêmement critique du monde médical depuis une dizaine d'années, hein, donc je connais très très bien ce milieu-là. Et, et c'est quelque chose que je rappelle tout le temps, c'est que les médecins, sauf exception, ne sont pas des scientifiques. C'est Exact. pas du tout scientifique ce qu'ils apprennent. Ils n'ont même pas la connaissance de ce que ça veut dire une approche scientifique. Ce sont des techniciens. Tu sais, les médecins sont des techniciens comme les virologues, comme les radiologues. Je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait la science pour développer la machine de la radiologie puis comprendre comment ça marche. Puis, tu sais, ils appliquent des techniques, des barèmes, des modèles, finalement. Tu sais. C'est ça, c'est ça. Et ils sont même sélectionnés pour ça. Aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et pour passer les concours de médecine, c'est des QCM, donc des questionnaires à choix multiples. Donc, Hmm. c'est pas, c'est vraiment apprendre par cœur et ils sélectionnent vraiment des robots. C'est ça aujourd'hui. Il y a pas, moi, à l'époque de mes grands-parents, quand ils ont fait pharmacie, et à l'époque, c'était pareil pour les médecins, ils avaient beaucoup de ce qu'ils appelaient à l'époque humanité. Donc, des cours littéraires ou de philosophie ou de grec ancien ou de latin ou de choses comme ça. Ils faisaient de la botanique, enfin des choses vraiment poussées. Et que ça a été complètement abandonné, je ne sais pas quand, mais sans doute deuxième moitié du XXe siècle. Et maintenant, on veut vraiment des techniciens qui sont très bons pour apprendre par cœur, mais qui n'ont aucun esprit critique. Comme ça, ils ne sont pas capables de remettre en question ce qu'on leur apprend. Ils ne sont même pas capables de se rendre compte qu'ils ne sont que les pions d'un système. Ils ne sont pas capables. Ouais. Pour la Les plupart, hein, humanités, j'entends. c'est très bien que tu amènes ça. Au Québec, on appelait ça le cours classique, en fait. C'était dans les années 70 que ça s'est terminé. Et puis, on avait un auteur québécois qui s'appelle Pierre-Luc Brisson, historien, en fait, que j'avais reçu à mon podcast en 2018, si je ne me trompe pas, quand mon podcast s'appelait Qu'évolution. Et puis, lui avait écrit un livre qui s'appelait Le cimetière des humanités. Et donc, il expliquait justement comment on avait mis les humanités en enseignement au cimetière et les impacts potentiels sur la société en devenir dont tu viens de faire l'éloge, en fait, là. Ok, ok, ok. Et donc voilà, donc moi sur les médecins, je suis très critique. Alors après, il y en a des très bons et ceux-là, je les admire parce s'ils sont bons, ça veut dire qu'ils ont réussi à se déconditionner, ce qui est extrêmement difficile, et à apprendre d'autres choses. Donc là, ceux-là, je les trouve extraordinaires et heureusement, j'en connais un paquet, il y en a même qui sont des amis. Et ceux-là, vraiment, voilà, je les admire. Mais 95% au moins sont complètement à la ramasse. Mais c'est horrible. Enfin, c'est des gens, faut surtout pas écouter leurs conseils. Enfin, ils n'ont aucune connaissance en matière de santé. Ils vont avoir des connaissances en quel protocole appliquer ou des choses comme ça, mais pour le reste, ça vaut quasiment rien. Enfin, c'est hallucinant. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose. Enfin voilà, c'est un dur constat, mais vraiment, pour moi, c'est très clair aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour continuer par rapport à ta question sur les causes, Ouais. donc on parlait donc de l'alimentation
l'alimentation, là, juste avant. Après, ça peut être, je l'ai dit, donc le stress. Après, ça peut être aussi l'environnement toxique. L'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, les solvants des peintures de notre maison. Effectivement, peut-être certaines ondes, les ondes magnétiques ou pour certaines personnes qui sont sensibles plus que d'autres. Euh, le fait qu'on soit plus en contact avec la Terre aussi, on peut plus décharger notre surplus de charge positive, on est peut-être déficient en électrons. Enfin, il y a plein d'hypothèses qu'on peut imaginer et qui pourraient expliquer la maladie et qu'on peut après justement, quand on comprend bien la cause, traiter et avoir des résultats parfaits, totaux, de guérison totale, quand on a compris. Et il peut y avoir aussi bien sûr les pollutions qu'on va recevoir par la médecine, donc les médicaments, les vaccins. Euh, Bref, il y a plein de sources de pollution extérieure qui peuvent aussi rendre malades les gens sur le long terme. Et puis, alors là, quand on revient sur le sujet Covid ou des grippes, etc., c'est-à-dire c'est des maladies, et c'est ça qu'on a vraiment exploré avec Denis Rancourt et mon équipe, c'est qu'on observe que la mortalité, elle augmente chaque hiver assez fortement dans les pays de latitude moyenne, comme le Canada et la France. Donc, on a une augmentation forte de la mortalité, toutes causes confondues, qui diminue. Et en plein été, là, c'est le minimum de mortalité. Et on voit des vagues comme ça tout le temps, depuis très longtemps. Donc, et on n'a pas ces vagues au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur, c'est quasiment plat. La mortalité, c'est tout le temps la même toute l'année. Et quand on descend l'hémisphère sud, c'est inversé parce que leur hiver, c'est notre été. Enfin bref, pendant leur hiver, mortalité maximale et pendant leur été, qui correspond à notre hiver, mortalité minimale. Donc ça, c'est quelque chose, c'est comme une espèce de constance partout. C'est tout le temps comme ça. Et, euh, et quand on voit des pics de mortalité d'hiver, c'est partout au même moment. Hein, c'est pas et ce qui vient complètement comment dire battre en brèche l'idée qu'il y aurait une propagation de maladie parce que là c'est partout, c'est synchrone, c'est au même moment qu'on a les pics de mortalité partout dans le monde normalement, sauf quand il y a une intervention majeure politique et pseudo-sanitaire comme ce qu'il y a eu pendant Covid où là il y a des pics qui sont un peu espacés, mais d'habitude quand c'est la grippe c'est partout au même moment. Le pic de mortalité qu'on va associer ou non à la grippe, c'est à quelques jours près le même à New York, à Paris, à Montréal, à Pékin, enfin c'est au même moment. Donc voilà. Et depuis toujours, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est pas à cause des transports aériens qui font que un passager malade de Chine a contaminé je sais pas qui. Toi, c'est pas ça. Hein. Et d'ailleurs, ces modèles-là de propagation marchent pas du tout. Et mon ami Pierre de Décoder l'écho, Pierre Chaillot, je sais pas si tu as entendu parler de lui, qui est excellent. Il a Non. écrit un livre qui a été un énorme succès en France. Il a écrit ce livre-là, Covid-19, ce que Ah, révèlent les mais en chiffres. fait, je pense que je l'ai vu sur ta chaîne, si je ne me trompe pas, et puis tu avais Oui, déjà oui, parlé de ce livre-là. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs en francophonie sur le sujet, très clairement. Et donc, il dit, statisticien de formation, donc c'est vraiment son métier même carrément, il dit les histoires de propagation, ça ne marche pas statistiquement, il ne voit pas ça. Donc, ça remet complètement en question le modèle il y a un virus qui circule et qui va s'étendre et qui va contaminer au fur et à mesure les gens. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et waouh, ça pose question. Ben vraiment. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut Ouais, dire que c'est autre chose. ben exactement, tu sais, puis pour savoir qu'est-ce que c'est, ben, il faut avoir l'ouverture d'esprit, la liberté d'expression, la liberté de réflexion ensemble entre chercheurs internationalement, pas nécessairement moi, mais les gens avec des formations comme toi et tout ça, puis à la limite les podcasteurs aussi et tout, de pouvoir échanger sur ces hypothèses. Et après ça, évidemment, au niveau académique, ça prend des fonds de recherche pour faire des vraies études sérieuses et apporter de la nouvelle littérature scientifique. Et là, il y a tout un autre pan au niveau des journaux scientifiques et de la revue des pairs et tout ça qui est intéressant qu'on peut peut-être aborder vers la fin si on veut. Mais pour revenir à la fin un peu de cette section, peut-être sur la cause, la maladie et tout ça, je veux t'amener juste rapidement. Je vais sûrement avoir mis en ligne un premier débat que j'ai enregistré au Québec. Je me suis dit, je vais faire un pilote d'émission de débat que j'ai fait avec Stéphane Guy, qui est un ancien microbiologiste de formation qui a pris beaucoup la parole pendant la pandémie sur des questions de scientifiques. Donc, lui, il est dans l'alternative, donc il est comme du côté anti-narratif principal, mais il est dans l'équipe, il y a un virus, on parle de gain de fonction, etc., etc. Et on s'est obstiné là-dessus. Moi, j'essayais de défendre un peu la vision du terrain et lui essayait de défendre le truc. Et un des arguments que j'apportais, c'était justement ça, que statistiquement, au niveau mathématique, les modèles de contagion par
le temps et l'espace au niveau géographique et temporel n'a jamais tenu, mais pas juste pour la COVID. C'est la même chose. Il y en a qui ont réanalysé les champs d'éclosion et les groupes de victimes de l'influenza, entre autres, au début du siècle dernier. Et ça ne fonctionnait pas. Les trucs écloaient, il y avait des éclosions au même moment. Il n'y avait pas le temps pour le pathogène de pouvoir se transmettre à un autre endroit pour que les gens, les clusters, en fait, à ces endroits-là, émettent les mêmes symptômes. Donc, c'est pas même juste la COVID-19, ce niveau-là. Donc, si jamais les gens veulent entendre quelque chose, un débat un peu plus, donc je vais inviter les gens à écouter ça. Ça s'appelle Obstination. Donc, je voudrais utiliser ça pour rebondir sur l'aspect littérature aussi scientifique en termes de, je ne sais pas si toi, j'imagine que tu as étudié ça aussi, je pense que je t'ai entendu parler, mais en plus de l'aspect statistique, mathématique dans le temps et la géographie, il y a l'aspect étude de littérature scientifique sur la contagion elle-même. Donc, de faire des études contrôlées avec des groupes de gens qui sont supposément malades, atteints d'un virus comme l'influenza, et de tenter de les mettre avec des gens qui sont sains et de prouver en fait la contagion par des voies naturelles, donc par l'expectoration des muqueuses, de la morve, des sécrétions, parler près des gens pour essayer de rendre les gens sains malades dans la littérature scientifique. Mais finalement, d'après ce que moi je comprends, je ne sais pas si tu as regardé ça, mais ça n'a jamais été prouvé finalement. Donc, toutes les études qui ont été faites à ce niveau-là ne prouvent pas que les gens peuvent devenir malades en étant mis en contact naturel avec des gens qui souffrent d'une infection virale. Oui, oui, bah c'est ça. Bah, je crois que les expériences connues, c'est celle de Rosna au début du XXe siècle, après la grippe espagnole, où ils ont pris des prisonniers ou des condamnés à mort et ils leur faisaient des remises de peine ou ils les libéraient si jamais ils participaient aux expériences. Donc on prenait de la morve, des crachats ou je sais pas quoi, même qu'on leur mettait, enfin bref, dans eux, issus de personnes malades. Ils n'ont pas réussi à la contaminer. Ils ont fait plein d'expériences, ils n'ont pas réussi à la contaminer. Donc à un moment, faut voilà, on nous dit qu'on va être contaminé par un milliardième de postillons d'une personne dans une pièce, et là, on essaye carrément de transmettre des fuites de personnes autres, on n'arrive pas à contaminer les gens. C'est quand même assez balèze, quoi. Donc, et par contre, on va faire des expériences complètement bidons où on va prendre soi-disant des tissus d'animaux malades, on va ouvrir le crâne d'un autre animal, on va lui injecter hein, de façon hyper violente ce soi-disant virus, cette soupe en tout cas dans laquelle le virus. Et après, si l'animal qui s'est fait transplanter dans le crâne, ce truc devient malade, on va dire ah oui, bah c'est à cause du virus. Enfin, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Et ils appellent ça de la science en plus. Enfin, c'est hallucinant. Donc ouais, je pense que d'après ce que je comprends aussi d'un point de vue scientifique, on n'a jamais montré ce phénomène de transmission virale des maladies, effectivement. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus difficile à incorporer, je pense, quand tu t'intéresses à cette idée-là ici, parce que on est tellement drillé, on est tellement, ça a été implanté dans notre tête, comme de quoi que c'est prouvé, c'est officiel, ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Le virus se propage d'une personne à l'autre et ça donne les symptômes parce que tout le monde a des expériences personnelles, familiales ou avec des amis et tout ça, de tomber malade en même temps. Tu sais. Donc, c'est au niveau sociologique, au niveau épidémiologique, tu sais, il y a une réalité comme de quoi que oui, des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, vont tomber malades en même temps ici. Mais dans l'hypothèse qu'on étudie, la question de la théorie du terrain, c'est qu'en fait, il y a des explications plus simples pour expliquer ça et que dans le fond, c'est juste que c'est pas, tu me corrigeras si tu as une vision différente, mais c'est juste que c'est pas une particule qu'on appelle un virus, qui est un parasite autorépliquant intracellulaire obligé, là, qui appelle, je sais pas en français, qui va sauter d'une personne à l'autre et aller infecter la personne et se répliquer dans ses cellules. Donc, il y a juste d'autres mécanismes. Donc, je termine mon petit truc, en fait. Donc, avant qu'on se fasse couper, ça, je suis en train de dire, en fait, que je me souviens plus exactement des mots où est-ce que j'étais rendu, là, mais qu'en fait, c'est ça, il y a meilleur moyen d'expliquer la contagion. Je me souviens même plus de la phrase que j'étais en train de dire, mais ce que je disais, est-ce que ça t'avait déjà apporté sur une piste que tu voulais poursuivre? Bah, tu vois, par exemple, Pierre, donc, qui a écrit ce livre-là, lui, il voit une corrélation forte entre les variations de température et les pics de mortalité, justement. Donc, après, est-ce que ça veut dire que le froid augmente la mortalité et donc fait que les gens tombent malades, ou bien les variations de température vers du plus froid? Après, ce qui se passe aussi, c'est que l'hiver, l'air est plus sec.
Est-ce que c'est pas une agression pour les bronches? Est-ce que c'est pas un système d'autodéfense que de se mettre à excréter du mucus, tu vois, et peut-être en trop grande quantité? Est-ce qu'il n'y a pas un signal de détoxification de l'organisme qui se matérialise de cette façon-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des particules fines dans l'air qui deviennent agressives à ce moment-là parce que l'air de l'hiver, il est sec? Et donc, ça va venir agresser les muqueuses, plus qu'en été, où là, ces particules fines qui sont en suspension normalement, elles vont tomber parce qu'il y a plus d'humidité, ou elles sont accrochées à des petites particules d'eau dans l'air, hein, tu vois. On peut imaginer plein d'hypothèses. Mais je dis pas que j'ai la réponse à ça. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est montré par les expériences, c'est on n'arrive pas à avoir cette contagion d'une personne à une autre. Alors après, effectivement, il peut y avoir des gens qui vont tomber malades en même temps ou presque en même temps, mais peut-être que c'est tout simplement parce que les personnes vont développer des symptômes les unes après les autres en fonction de la force ou de la puissance de leur terrain, compte tenu d'un environnement agressif ou toxique. Tu vois, si on mange tous un truc avarié, bah, il y a des gens qui vont être malades lundi, il y en a qui vont être malades mercredi, mais c'est pas à cause de celui qui est malade en premier. C'est juste que le premier était plus fragile ou bien a eu besoin d'exprimer plus tôt la maladie et les autres auront les symptômes après, mais c'est pas à cause du premier. Et là, c'est peut-être la même chose. On baigne dans cette soupe toxique. Bah, il y a des gens qui sont plus ou moins malades plus tôt que les autres, quoi. Voilà. Et si je reste dans l'aspect un peu technique, on va se diriger vers peut-être la fin tranquillement de notre émission, peut-être 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Est-ce que, si je reviens sur la notion précise de microzima, est-ce que ça, tu considères ça une hypothèse parmi les autres ou c'est quelque chose que tu considères comme étant réel, si on veut, dans ton modèle présentement ou, étant donné que tu travailles plus avec l'aspect environnement santé, dans le fond, ça change peut-être rien dans comment toi, tu travailles avec les gens. Je mentionne ça parce que dans les cercles de gens qui s'intéressent à ces idées-là et à cette hypothèse, donc comme de quoi que les virus ne sont pas réellement ce qu'on a pensé, il y a dans le passé, comme je parlais tout à l'heure de Béchamp, il y a eu aussi Gaston Naissance et Claude Bernard, et il y a une autre personne qui avait il y a eu deux personnes qui avaient des microscopes spéciaux et qui déclaraient qu'ils voyaient en fait les microzymas dans leur truc. Et présentement, il y a aussi les frères, je ne sais pas si tu suis, les fils de Harvey Bigelson, l'Académie Bigelson, c'est aux États-Unis. Eux, ils ont encore des appareils présentement qui sont faits et où est-ce qu'ils enregistrent des vidéos directement et on peut le voir sur leur site web, dans leurs entrevues, tout ça, des transformations qui semblent correspondre au diagramme de pléomorphisme complètement pour voir des petits points muter, se transmuter dépendamment de ce qu'il y a dans le sang qui regarde, donc du sang vivant, et devenir une bactérie finalement, ou quelque chose qui ressemble à une bactérie spirochete, ou toutes sortes de bactéries qui supposément sont uniques à causer une maladie, et après ça, revenir à un autre état plus sous-développé lorsque l'environnement semble avoir été purifié à ce côté-là. Donc, toi, est-ce que tu considères ce modèle-là comme valide ou c'est pas quelque chose dont tu parles de ton côté dans tes trucs? Alors, moi, je trouve ça hyper intéressant comme approche. Je ne l'ai pas exploré à fond. Par contre, j'ai interrogé plusieurs fois cette personne qui écrit ce livre. Voilà, Brigitte Oui, Faux. ben, oui, tu l'avais reçu aussi en entrevue, hein? J'ai Ouais, vu elle a fait deux comme un fois. résumé. Ouais, ouais, je les ai écoutés, je les ai écoutés. Elle a fait un résumé de Béchamp. Donc, elle a lu carrément les travaux d'Antoine Béchamp, fin 19e, début 20e siècle. Et je ne sais pas si lui il parle exactement de pléomorphisme déjà à l'époque, mais c'est, j'ai l'impression qu'il y a du sens derrière. Peut-être que c'est une réalité. Peut-être que les cellules sont un amas de microzymas qui s'agglomèrent ensemble pour ensuite constituer la cellule. Et peut-être que ce qu'on appelle des virus, c'est juste en fait des microzymas qui sont expulsés par la cellule, une cellule qui meurt ou bien une cellule qui envoie des signaux à d'autres. Je ne sais pas exactement. Après, moi, je suis très intéressé par les expériences de ces Américains. Je savais pas, je les connaissais pas, donc je suis intéressé par le lien que tu pourras nous donner pour en savoir plus sur ce Ah, ben, qu'ils je font. Je t'enverrai ça. Ouais, tu vas voir, ne ils connaissais sont pas du tout. géniaux, là. Ouais. Alors, moi, j'avais vu des vidéos et entendu des vidéos de Gaston Naissance, justement, qui est installé au Québec, il me semble d'ailleurs, hein, pour ses travaux. Oui, dans la Euh, région de Sherbrooke. Et son ex-conjointe est encore vivante. Et ah, elle a, oui, et d'ailleurs, je suis en contact. Je tente de l'avoir pour. J'aimerais ça faire deux, trois épisodes sur ce sujet-là, au moins, pour amener une image un peu plus globale aux gens qui s'intéressent à cette question-là. Donc, si jamais elle est supposée de me revenir dans la prochaine semaine, d'ailleurs,
Donc, si jamais il y a quelque chose et qu'elle est ouverte, peut-être tu peux vous mettre en contact après si ça t'intéresse. Avec Parce grand que plaisir. Ouais. elle n'a pas parlé en fait publiquement beaucoup dans les 20 dernières années. Et là, elle a l'intention de parler un petit peu plus parce qu'elle voit un peu, je pense, la transformation qui se fait présentement. Oui, bah c'est génial. Moi, je suis hyper intéressé par ça et je pense qu'effectivement, la team No Virus, elle prend de l'ampleur. Alors, ça reste à la marge, évidemment, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils veulent qu'il y ait un virus sorti du laboratoire de Wuhan ou bien ils veulent une sorte de pangolin. Enfin bref, ils veulent ça. Et si on leur dit qu'il y a rien ou que ça n'a rien à voir avec ça, leur monde s'effondre. Donc, c'est difficile, hein. Faut avoir un petit peu d'humilité et accepter d'avoir l'esprit ouvert et se dire, ah, peut-être qu'en fait, il y a autre chose. Et donc, moi j'adore ça. Je n'ai pas de certitude du tout sur tout ça. C'est encore un sujet que j'explore. Exact. Mais voilà, j'ai lu ce livre-là, évidemment, de Brigitte, que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si tout est juste parce que c'est des expériences anciennes. On n'a plus forcément le même matériel. Peut-être que ce qu'observait Béchamp, bah, c'était dans certaines conditions, avec certains appareils optiques qu'on n'a plus aujourd'hui, donc il faudrait faire les mêmes réglages, etc. Donc ça se trouve, c'est ce que font donc ces Américains dont tu as parlé, je ne sais pas. Mais moi, ouais, ça m'intéresse énormément. Elle parle aussi d'une entreprise, et c'est assez marrant, une entreprise qui s'appelle Nanolive en Suisse et qui fait des vidéos donc de microscopie à très petite échelle. Et on voit des petits machins qui se baladent un peu lumineux. Et elle pense justement que c'est des microzymas. Ces petits machins lumineux qui se baladent. Alors, je sais plus s'ils sont lumineux ou pas exactement, ou peut-être qu'ils sont juste lumineux au niveau de leur centre. Bref, Ben, en tout cas, ils sont lumineux au même terme que la membrane cellulaire quand on les regarde avec ces microscopes-là, en fait. Donc, c'est comme si c'est tellement petit et compact comme entité qu'on dit vivante qu'ils sont comme des points lumineux, en fait. En fait, Mhm. moi, c'est ça, là, moi, c'est ça, ça me fascine. C'est vraiment dans ce que moi, je suis passionné de mon côté par l'aspect physique des choses, comment le corps réagit en lien avec l'environnement pour garder une homéostasie. Donc, ces points-là, pour moi, représentent le point zéro, finalement, en termes biologiques. Donc, ça représente l'énergie du point zéro. C'est finalement les singularités au centre d'une enveloppe transparente qui serait sous la forme d'un torus. Et ces points-là, finalement, vont se développer et se recontracter comme une expansion-propension, dépendamment de leur graine, en fait, au centre. Donc, quand on a le centripétal, donc tout se recombine comme un vortex. Et ensuite, tout reprend de l'expansion. Et l'expansion va se former dépendamment du type de vibration qui entre autour en ajustement, en fait, et revenir. Donc, c'est toujours expansion, centrifugale, centripétale, contraction. C'est ça que je cherchais. Et ça fait le lien vraiment avec les travaux de Walter Russell, sur la science de la lumière avec la masse et qu'est-ce que la masse versus l'énergie. Et au travers de ça, tu as tous les travaux de quelqu'un comme Nassim Haramein et l'univers électrique, et etc. Il faut travailler pour le voir dans le corps en termes de cinématique, là, tu sais, donc de vibration et puis d'expansion, contraction. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant. Donc, je suis content que tu apportes ça ici. Et puis, à la fin, je veux parler un petit peu plus de ce que tu parlais de cellules et tout ça. Juste avant, j'aimerais ça faire une mini-section avec toi. Juste sur le mouvement en général et de comment tu le vois en France et de ton côté dans la sphère francophone, parce que tu l'as dit, hein, c'est encore en marge, mais c'est quand même, ça choque beaucoup ce qu'on peut appeler le truth movement, le mouvement de recherche de vérité anglophone beaucoup, parce que la grosse majorité de tous les gens qui sont en lien avec le mouvement QAnon slash patriote, etc., Deep State, etc., le mouvement spirituel, sciences holistiques, santé, vibration, cristaux, etc. Excuse-moi. Et le mouvement juste médical alternatif aussi, plus scientifique, académique. Donc, il y a des gros mouvements qui sont ensemble, beaucoup autour de la question du lab leak, du gain de fonction et tout ça. Et la gang No Virus, donc pas de virus, est comme une épine dans le pied de ce mouvement-là. Il y a eu beaucoup de divisions qui se sont créées. Et tu parlais de Denis Rancourt, lui est un peu aussi au centre de ça. Donc, sa position à lui est très, très intéressante depuis 2 ans, de la façon qu'il s'est exprimé là-dessus. Donc, les gens connaissent un peu au Québec, si on a le studio Lux Media avec André Pitre, on a Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel, Amélie Paul,
les Mel Goyer, etc., tous nos personnages qu'on connaît, le petit Albert. Toute cette gang-là sont toutes, sauf Amélie Paul un petit peu, sont tous, et Dan Pilon et tout ça, il y a des virus pas mal, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe là-dessus. Moi, j'ai vraiment, au début, là, tu sais, 2020, 2021, j'ai vraiment essayé fort, là, tu sais. Je les écrivais, je les ai un peu, limite, harcelés, je les taguais, puis j'étais comme, allez, c'est le temps, là, tu sais. Mettons-nous ensemble autour de cette question-là. C'est la question la plus importante parce que s'il n'y a pas de pathogène, s'il n'y a pas de cause, il n'y a aucune raison qu'il y ait des conséquences comme des mesures sanitaires, etc., parce qu'il n'y a pas la Absolument. cause dont on prétend. Donc, tu sais, Absolument. pour moi, c'était tellement évident que si on parle de méthode scientifique, la causalité, ben, s'il n'y a pas de cause, la conséquence ne peut pas tenir, tu sais. Mais je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui évoluait à la même vitesse là-dessus. C'était très, ça divisait le mouvement. Et le penchant américain de ça, c'est bien sûr les Robert Malone, Peter McCullough, le High Wire avec Dale Bigtree, toute cette gang-là. Et ces multiples invités qui ont ignoré, en partie avec Reiner Fullmish aussi, qui en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Ça a été très gros pendant 2 ans et demi et plus, le comité de Fullmitch. Ils n'ont pas parlé de ça. Donc, il y a vraiment une espèce d'aura de confrontation par rapport à ça ici. Donc, de un, comment tu vois ça? Et de deux, est-ce que dans la sphère francophone, française principalement, est-ce que tu as des alliés à ce niveau-là et est-ce qu'il y a des gens qui te supportent publiquement et ou sinon, est-ce que tu te sens un peu aussi tout seul dans ton coin par rapport à ça? Alors, clairement, c'est pas, effectivement, c'est une frange marginale, on va dire, de la résistance. Cela dit, moi, mon approche, c'est d'être diplomate parce que, enfin voilà, moi-même, j'ai mis du temps à revenir à ça. Je t'ai dit, moi, Béchamp, j'avais entendu ça en 2009-2010. Et après, je l'ai pas ignoré, mais je l'ai un peu oublié, quoi. Et c'est revenu que fin 2021, début 2022. Donc, plus d'un an après le début de l'escroquerie. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps. Et c'est vraiment en relisant des choses, en lisant vraiment Virus Mania et en me renseignant à droite à gauche, et notamment avec Ourmiret sur la polio et avec Brigitte Faux sur les microzymas et Béchamp, que là, je me suis dit, ouais, non, il faut aller plus loin et c'est vraiment la bonne chose, la bonne piste. Mais ça prend du temps et ça demande voilà, d'avoir un esprit super ouvert. Et il y a plein de gens, déjà, pour eux, ça a été un choc de découvrir que ben, on leur mentait sur beaucoup de choses. Donc, ils ont eu besoin peut-être de se raccrocher à une personne qu'ils voient un peu comme leur phare et leur modèle. Enfin, voilà, il y a des gens qui drainent beaucoup de personnes et qui font des vidéos avec beaucoup de vues, etc. Donc voilà, donc très bien. Mais en fait, dans la résistance, tu as effectivement beaucoup de gens euh, qui n'ont pas encore fait ce pas parce que ils n'ont pas envie, ils ont peur. Ils préfèrent rester dans une forme de conformisme. Et puis en France aussi, on a quelque part, c'est un cadeau et un poison, mais on a le professeur Didier Raoult. Toi, de quoi je parle? De qui je parle? Certainement, ben en fait, oui, je voulais, juste après, je voulais aller là-dessus, fait que vas-y, je t'écoute. Bon, bah voilà, du coup, j'anticipe. Donc, Didier Raoult, c'est un grand, enfin, c'est supposément le plus grand microbiologiste au monde à Marseille. Et il a été très critique du Covid au début, dès le début, hein, en février-mars, même avant le confinement, hein, février-mars, avril 2020. Et il a eu un grand poids. Donc, il a quelque part rassuré les gens, un peu. Au début, moi, je trouvais ça intéressant. Quand il disait qu'il y avait plus de morts par accident de trottinette que du Covid, moi, ça me plaisait. J'étais très content. Ouais, Ça, ouais, ouais. c'était en février-mars 2020. Et après, il a progressivement changé de discours. Il appelait les gens à se laver les mains. Il y a des choses comme ça. Enfin, voire même à porter le masque à l'intérieur chez eux. Ouais. Puis finalement, même carrément à recommander le vaccin. Et là, stop. Donc, euh, donc moi, ça m'a beaucoup gêné. C'est lui aussi qui a beaucoup mis en avant les traitements, C'est ça, j'allais dire. Donc, il y a la hydroxychloroquine, question de l'ivermectine, azithromycine. Voilà. hydroxychloroquine. Et pour le penchant français, c'est vraiment sur Didier Raoult qu'une énorme partie de nos médias alternatifs se sont basés pour construire leur Exactement. narratif Exactement. dès l'été 2020 ici, même le printemps, entre autres à Radio-Québec. Et moi, j'adore Alexis Cossette-Trudel en passant. Là, je plug son nom depuis une couple de fois, mais moi, j'apprécie beaucoup ses analyses au niveau de la géopolitique personnellement, même si je sais que tu es moins dans toute cette histoire-là de Trump et tout. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais quand on parle de science et de méthodes scientifiques, là, moi, j'ai des différentes conclusions, si on veut, ou intentions par rapport à ça. Et ça m'a vraiment titillé de voir que tous nos médias se regroupaient autour de ce narratif-là qui me semblait être comme un mainstream alternatif, finalement, là. Exactement, c'est ça. Et alors,
ce qui est intéressant, c'est que donc moi, j'ai commencé à ouvrir ma gueule, disons, sur cette histoire de virus à partir de 2022, je sais plus quand. Début, peut-être même fin 2021, je me souviens plus exactement. J'ai commencé à progressivement sortir ça. Et il y a eu beaucoup de gens qui disent ah non, enfin voilà, qui oh, quand même pas, faut pas exagérer, il y a un côté un peu comme ça. Ouais, Mais il y a aussi des gens qui me suivent. Et sur Twitter, je sais que bon voilà, j'ai à peu près 30 000 abonnés aujourd'hui sur Twitter. Et je sais qu'il y en a une petite partie, quand je dis des choses par rapport au virus, ils sont ravis. Parce qu'ils se disent ah! Jérémy, c'est le seul, enfin, ou un des seuls. ouais. Pierre Chaillot, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a écrit ce livre, ce statisticien aussi, il est, disons, dans cette même mouvance, quelque part, même s'il est un peu moins public que moi là-dessus, mais on fait partie des deux seules figures françaises ou francophones à le dire assez clairement. Voilà. Ok. Et je sens que de plus en plus sur Twitter, en tout cas, des gens me soutiennent et me disent merci, c'est ça qu'on veut entendre. Après, il y a des gens qui vont en même temps m'accuser d'être opposition contrôlée parce que je parle avec d'autres qui sont pas du tout dans cette mouvance, comme Alexandra Arion-Caude ou même Ouais, Louis ouais. Fouché. Et voilà. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ces gens que je Mais non, respecte et mais que non. j'admire. Eh oui. Et tu vois, et parce que on a beau ne pas être d'accord là-dessus, sur plein d'autres choses, on est d'accord. Et ils ont eu le courage de mettre les pieds dans le plat, de risquer leur carrière, de se mettre en danger. Enfin, j'admire ça, c'est magnifique. On n'est pas d'accord là-dessus. Et alors? Et chaque chose en son temps. Donc voilà, donc ça, pour moi, ça devrait pas nous bloquer, ça devrait pas empêcher la discussion avec les autres. Au contraire, au contraire. Donc Tellement, voilà. je suis tellement content que. Oh, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'équipe Novirus qui vont avoir un côté un peu sectaire, à vouloir absolument chercher à convaincre les autres, etc. Et je pense que c'est pas comme ça que les choses se font. Ça se fait de façon progressive en créant un modèle de plus en plus propre, beau et qui permet d'expliquer et de comprendre les choses qu'on va finir par convaincre. Mais il ne s'agit pas d'aller les étrangler ou refuser de leur parler ou bien leur cracher dessus parce qu'ils sont pas d'accord avec nous. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi d'agir comme ça. Donc, Ouais, j'allais dire, je suis vraiment content que tu apportes ça parce que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner Réinfo COVID / Réinfo Québec ici et Réinfo France en France. Parce qu'évidemment, nous, on a eu la même gang ici avec qui j'ai parlé également en 2021 quand je faisais ma première saison dans le Franc des Yeux. J'avais reçu un des fondateurs de Réinfo COVID qui est André Fortier, pardon. Et j'ai reçu Bernard Massy aussi, qui est une des personnes à l'intérieur de Réinfo Québec. Et ben, tu sais, eux, ces gens-là, ils le savent, là, tu sais, parce que moi, j'ai interagi par courriel avec eux en background, tu sais, ils sont au courant du dialogue et puis ils comprennent qu'il y a des faits et des points très intéressants là-dedans, mais il y a une game politique aussi même qui se joue présentement, qui est transmutée aux États-Unis avec la question de Robert F. Kennedy Jr. aussi, puis toute cette gang-là, qui sont au courant là, tu sais, de ça et tout, mais ils ne peuvent pas du tout aller plus loin là-dessus et ils vont rester derrière certaines façades. Fait qu'il y a des jeux là, tu sais, politiques et d'essayer d'aller gagner l'opinion publique du bon comme du mauvais côté. C'est sûr que tu sais, quand tu es un puriste et tout ça, tu te dis, ben là, faut juste enlever le plaster, tu sais, puis une fois que le choc va être passé, ça va aller plus vite. Mais en même temps, moi, je suis très d'accord avec toi, tu sais, on ne veut pas s'empêcher de parler puis de respecter et d'échanger de façon totalement positive avec des gens qui veulent aller au moins dans la même direction et qui voient les problèmes. Tu sais. Donc, quand on voit les problèmes, on peut avoir plusieurs solutions, plusieurs vantage points, des points de vue vers en avant, et puis différentes personnes vont écouter différents chercheurs, différents exactement. divulgueurs, et puis vont avancer à leur propre rythme là-dedans. Fait que je suis content que tu aies apporté ça, Jérémy. Et moi, toi, j'anime toujours cette émission Science en conscience que j'avais créée à l'époque dans le cadre de Réinfo Covid. Et on m'a laissé une entière liberté sur qui je faisais venir, de quoi on parlait, etc. Et j'ai pu évoquer à plusieurs reprises cette histoire de virus. Voilà, je sais que c'est pas la position que certains veulent mettre en avant parce que peut-être qu'ils estiment que c'est trop touchy comme sujet, que c'est pas assez acceptable ou mainstream de parler comme ça. Mais j'ai envie de dire, moi, je suis quelque part un électron libre, je m'en fous. Je suis pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là pour dire ce qui est juste et ce qui est vrai. C'est ça. Après, ce que ça plaise pas, c'est une chose, mais c'est pas ça qui est important pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est d'aller le plus proche de la vérité, de la réalité. Voilà, c'est tout. Et donc, bah, c'est un travail difficile. Parfois, c'est des choses qu'on veut pas accepter, qui nous gênent, qui ébranlent nos certitudes. Et ben, c'est comme ça, et c'est pas grave. Donc, moi, je suis plutôt dans cette vision-là. Et ben, on n'est pas très nombreux, mais ça grossit. Moi, je suis en contact avec plusieurs de la Team No Virus, donc plutôt à l'international, avec Sam Bailey, avec
avec plusieurs auteurs de ce livre-là, Virus Mania, notamment Klaus Conline et Stefano Scoglio, que j'ai invité avec Jean-Jacques Ouais. Crèvecoeur récemment. Ouais, Donc je vais voilà. mettre les liens dans la description des Ouais. commentaires pour tes entrevues, là. Donc voilà, voilà. En sous-marin aussi, je crée ce réseau-là avec plutôt le côté anglophone ou germanophone, mais bon, qui parle anglais. Et je pense que des choses vont se faire, voilà, au cours de l'année. Mais c'est vrai que c'est encore un petit mouvement, mais il grossit. Et récemment, j'étais au International Crisis Summit à Bucarest, où il y Ouais, avait justement Robert Malone. Enfin, il y avait tout le gratin entre guillemets de la résistance. J'allais dire du complotisme, mais bon, de la résistance plutôt. Et franchement, j'ai pu avoir des super discussions avec plein de gens, même s'ils sont pas, toi, on peut les accuser d'opposition contrôlée ou ce qu'on veut, mais moi j'ai l'impression que c'est majoritairement des humains qui évoluent chacun à leur rythme et qui, certains vont défendre des positions parce qu'ils sont sûrs de ça, parce que c'est ce qui leur paraît logique ou c'est ce qui rentre dans leur cadre de compréhension à un moment T, mais c'est pas pour ça que ça va pas évoluer. Et donc moi je fais partie des gens qui essayent de pousser et de faire progresser vers cette remise en question, y compris du dogme viral. Voilà. exact. Et comme en fait, j'aime ça l'image que tu apportes. Il y a des éclaireurs en fait quand on avance dans le temps, peu importe dans quelle direction, ben, il y a des gens qui vont souvent aller de l'avant, éclairer, voir quel est le terrain. Ces gens-là ben, se mettent plus en danger et peuvent des fois faire des erreurs aussi, tu sais, parce qu'ils sont les premiers à explorer le terrain, donc ils vont prendre de mauvais embranchements et tout que ça, mais ils vont essayer de guider les gens qui arrivent avec la meilleure information lorsqu'ils vont revenir derrière. Donc, tu es comme un peu un éclairage. J'ai un peu humblement, disons, cette idée-là aussi de mon côté de faire, ben, il y a des gens qui ça les intéresse, moi ça m'intéresse d'aller pousser toujours un peu plus loin, d'aller voir jusqu'où cet embranchement-là va. Y a-t-il une falaise au bout où finalement tu tombes sur une nouvelle clairière avec des arbres pleins de fruits mûrs et tout ça? Et donc, on peut peut-être se voir, j'imagine, dans une catégorie un peu plus comme ça, que les gens finalement en arrière, pour l'instant, ils disent, ah, vas-y, là, fais ton affaire, tout ça. Nous autres, on reste ici pour l'instant, on va faire notre déjeuner, on va pacter les affaires. Puis si tu reviens avec des bonnes nouvelles, on va avancer, tu sais. Là, tu parlais de l'effet du centième singe un peu, tu sais, il y a tout ça aussi, là. C'est un peu relié avec cette idée-là, Jérémy. Fait qu'écoute, en tant qu'éclaireur, je veux terminer avec une dernière mini-section, juste pour voir un peu par rapport à l'avenir et ta compréhension de l'anatomie en général, mais pas par rapport à ce que je disais tantôt, les microzymas et tout ça, mais plus largement, en fait, est-ce que tu as, dans ce que tu fais avec tes clients et en général comme intérêt de recherche et tout ça, qu'est-ce qui te passionne en fait par rapport à comprendre comment finalement marche la santé réellement? Est-ce que tu te concentres vraiment sur diète, éléments de base comme la mise à terre et puis gérer les émotions encore beaucoup? Ou est-ce que tu as étudié un petit peu toute la science de l'eau autour de ça, donc la structure de l'eau qui est très près du mouvement No Virus, la question de guérison sonore aussi avec les traitements, avec les fourchettes là, de son et tout ça pour travailler sur le corps humain, et la question aussi historique en fait de l'humain comme plus plus large si on regarde d'un point de vue cyclique peut-être qu'on avait des connaissances énergétiques peut-être avant qu'on est en train de regagner peut-être à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est une question assez large, mais est-ce que toi, tu as des champs d'intérêt près de ça ou tu restes vraiment plus concentré sur quelque chose de holistique, plus standard dans ton intérêt? Alors moi, j'ai une approche holistique, dans le sens où la santé, pour moi, c'est un ensemble de choses. Et il y a plein d'outils. Et donc, j'ai créé un programme, donc c'est un club privé, disons, où donc faut être membre pour voir les émissions. Donc depuis 2022, par exemple, où chaque mois, je fais venir un expert d'une approche de santé naturelle qui va nous parler de l'argile, de l'huile de ricin, du MMS, des plantes, du soufre, du jeûne, etc., etc., des vitamines C, enfin de plein plein de choses. J'aurai quelqu'un sur l'eau d'ailleurs le mois prochain, enfin au mois de février, je sais pas quand ça sort, sortira En cette. français? En français, ouais, 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 ouais. OK, parce qu'il y a Marc-Henri, moi, que je connais beaucoup en France. Ah ouais. Moi, C'est- c'est- ça sera pas Marc-Henri, mais bon, c'est un naturopathe qui connaît certainement les travaux de Marc-Henri qui Ouais, va ouais, venir OK, cool. parler. Et moi, après, moi, j'adore explorer et
pour moi, c'est une façon aussi d'explorer chaque mois, d'avoir 7 invités sur un sujet, sur une discipline particulière d'approche de santé, disons. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Crèvecoeur sera aussi mon invité au mois de mars, voilà, dans le cadre de ce club privé. Cool. Voilà. Et donc voilà. Et par rapport aux histoires de guérison avec les sons, etc., euh, j- peut-être que ça peut faire partie des choses que je pourrais explorer, mais aujourd'hui, j'ai pas eu suffisamment de retours positifs, ou en tout cas ultra positifs, pour me dire, ah, ça, c'est vraiment un champ d'exploration intéressant. Donc je sais pas. J'essaie de choisir les sujets que je trouve les plus pertinents à ce jour. Par rapport à ta question sur l'historicité et le retour on serait dans un cycle où on revient vers des connaissances qu'on avait déjà à une époque. C'est un peu une histoire philosophique, un peu comme ce que disait Platon. Il parlait de réminiscence, hein. On n'apprend rien, on fait que se rappeler des choses qu'on a déjà appris avant ou qu'on sait déjà. Donc bon, je sais pas si c'est comme ça les choses, mais peut-être. Écoute, j'ai pas une vision philosophique de ça comme ça. Moi, je vois que j'observe que les circonstances actuelles nous poussent à apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris énormément grâce à ce qui se passe depuis 2020. Enfin, c'est génial. J'ai fait des rencontres extraordinaires et ça m'a poussé à aller plus fort dans la recherche de la vérité en matière de santé. Donc, je remercie quelque part Covid pour ça. Voilà comment je vois les choses. Ouais, c'est génial. Excellent, Jérémy. Alors, écoute, en terminant, je me permets de te lancer un partage d'écran rapide. Est-ce que tu as développé une certaine affinité pour le tissu connectif dans tes recherches, le myofascia, Conjonctif. conjonctif, ou on peut appeler conjonctif, ou Euh, interstitium maintenant? Alors, je connais un peu. D'ailleurs, parmi mes invités du club privé santé, il y avait France Guillain, qui est assez connu en France pour avoir créé la recette de ce qu'on appelle le miam aux fruits, dont a parlé Zinedine Zidane, enfin, toi, donc grand footballeur. Donc, bref, Ah, donc, OK. il a mis en avant ça à la fin des années 90. Oui, coup de boule aussi. Et donc, France Guillain, son truc, c'est le bain dérivatif. Et elle explique l'action du bain dérivatif qui consiste à refroidir, en fait, la zone enfin, la zone génitale, l'entrejambe, à refroidir cette zone-là pour faire vibrer le fascia. Et donc, elle parle du fascia parce que c'est un truc c'est pas plusieurs fascias. Moi, je pensais qu'il y avait plusieurs fascias. En fait, c'est un fascia. Tout est relié, tout est accroché. Exact. Exact. D'accord? Et donc, elle dit que ça le fait vibrer ou on travaille le fascia de cette façon-là et ça permet de réduire l'inflammation et avoir des effets bénéfiques sur énormément de maladies. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Mais au-delà de ça, je ne suis pas allé beaucoup plus dans l'exploration de ça, du fascia. OK. Écoute, je te lance juste pour le plaisir, une ouverture de mon côté. Que moi, j'étais déjà, avant 2020, moi, j'étais déjà dans le fascia, en fait, le tissu connectif, pour ce que je recherchais par rapport à la physique. Tu sais. Même si je n'avais pas fait le lien avec bactériologie, virologie, biologie, j'étais dans la posturologie, en fait, beaucoup, parce que j'avais des problèmes et j'essayais de comprendre comment unifier mon corps avec l'univers. Et donc, il y a un chercheur intéressant, parce que je veux faire le lien juste rapidement avec ce que tu disais tout à l'heure sur les cellules. Donc, Jean-Claude Guimberteau, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, français Non. chirurgien qui faisait des chirurgies pendant que la personne est vivante sur les mains et les poignets principalement. Et c'est le premier chercheur qui a en fait filmé du tissu conjonctif vivant à l'intérieur de l'humain. Et donc, ça, c'est donc voilà. Donc, ça ici, c'est le fascia. C'est grossi avec Là, tu vois bien ce que je te montre, là? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Donc, de Jean-Claude Guéberteau, comme on voit en bas ici. C'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est grossi là, à des centaines de fois, là, donc avec des petites caméras HD et le tissu grossi. Donc, ça, c'est le tissu conjonctif. Ça, pour les gens qui ne savent pas, c'est à l'intérieur de chaque cellule. Donc, ça va jusque dans les microtubules cellulaires, ça va dans les os, ça va jusque dans la moelle osseuse. Il y a deux façons de voir le tissu conjonctif. Il y a les enveloppes myofasciales. Donc, l'enveloppe, c'est ce qui va englober le muscle et qui va faire des lignées de muscles tous ensemble. Donc, il va y avoir plusieurs muscles, mettons du bout des doigts jusqu'au crâne, qui vont être tous dans une même enveloppe myofasciale. Et à l'intérieur des cellules, il y a le transverse, donc l'aspect transversal
du tissu conjonctif ou fascia, qui lui est l'aspect tenségrité, donc qui va maintenir le corps en un tout. Et la raison pourquoi je voulais te partager ça, Jérémy, c'est que dans le fond, cette structure-là, c'est le vide à l'intérieur du corps. Donc, tout ce qui est entre la chair, les os qu'on appelle, et tous nos organes et tout ça, c'est rempli. C'est tout rempli de tissu conjonctif et c'est dans ça qu'on a notre système lymphatique aussi, dont parlent beaucoup des gens comme le docteur Robert O. Young et tout ça. C'est dans le tissu conjonctif. Moi, la raison pourquoi je te lançais ça, c'est que de ce que moi je comprends, c'est la pièce maîtresse. C'est vraiment le centre de ce qui unit tout. C'est en fait notre unification entre le quantitatif et le qualitatif. C'est ce qui est problème, probablement ce qu'on peut appeler le corps mental transposé dans la réalité physique. Donc, c'est finalement le awareness, donc la prise de conscience au niveau anatomique, elle est dans le tissu conjonctif. Et lorsque tu jeûnes beaucoup, justement, et là, ça fait tout le lien avec l'aspect spirituel, religieux, et cyclique de l'humanité, tout ça. Lorsque tu jeûnes, finalement, tu libères ton tissu conjonctif, ton interstitium, et avec ta respiration et ton intention, tu peux aller faire propager finalement l'air, l'oxygène, qui est le chi, au niveau des surfaces de ton tissu conjonctif. Et c'est ça qui fait les vibrations. C'est le tissu conjonctif qui vibre constamment et qui émet, dépendamment de l'organe ou ce qu'on peut appeler des chakras. Finalement, c'est juste une autre densité de tes organes. Mettons le cœur, par exemple. Dépendamment de la vibration, ça va être la forme qui va donner l'environnement pour permettre à une certaine forme de pléomorphisme de se développer. Donc, si dans ta vibration, il y a une toxicité, un métaux lourd, un déplacement de muscle qui est collé, du tissu connectif qui est collé, ta vibration ne sera pas en forme de torus ou en forme qui doit être là. Et donc, ça crée un point noir. Et ce point noir-là est avec un miroir est reflété dans le cerveau et ça donne le lien avec la médecine germanique, nouvelle médecine germanique. Les points qu'on voit, c'est dans le fond des points où est-ce qu'il n'y a pas la connectivité bioélectrique qui est électromagnétique de ton myofascia. Parce que c'est tout finalement piézoélectrique, c'est comme un plasma piézoélectrique, c'est un cristallo-liquide en fait, qui est contrôlé par l'échange d'oxygène et de CO2. Donc pour moi, j'avais comme recherché ça beaucoup entre 2010 et 2020, 2016, 2017. Et lorsque j'ai vu le truc, pour moi, c'est ça qui s'est imbriqué ensemble, ce que je te disais au début. Fait que je voulais te lancer ça pour le fun et pour les gens qui sont intéressés par le sport beaucoup, la performance physique, la posture, les problèmes de dos et tout ça, de faire leur propre recherche, comme on dit dans le milieu alternatif, sur le myofascial et les travaux de Jean-Claude Guimberteau pour visualiser le tout. Et le dernier petit point, c'est que tu parlais de cellules, en fait, du corps, mais les cellules, finalement, c'est juste une fractale plus basse du même tissu connectif. Donc, les cellules, il y a d'autres vidéos que je ne te montrerai pas, mais il y a des gens qui ont rentré de la genre luciférase, quelque chose comme ça, dans le tissu conjonctif. Et finalement, le tissu conjonctif, c'est les cellules. Donc, les cellules, quand on dit les cellules meurent, c'est juste le tissu conjonctif qui se replace. Et à l'intérieur de ça, c'est dans ça que tu as les, euh, les mitochondries et tout ça, c'est dans le tissu conjonctif finalement. Donc, les cellules sont faites par une densité plus basse de tissu conjonctif, sauf quand on parle du sang, parce que le sang, c'est un tissu, et tu as les cellules rouges, tu as les globules blancs, mais les cellules normales, c'est de l'interstitium, à une densité plus basse de fractale, finalement. D'après ce qu'on comprend, selon, là, on peut le voir là, depuis quelques mois, il y a des nouveaux vidéos là-dessus qu'on peut voir la chose. Fait que c'est ce que je te lance en terminant. Intéressant, je ne connaissais pas. Après, moi, je me souviens que j'avais vu aussi un très bon documentaire sur la chaîne franco-allemande Arte. On peut retrouver ça sur Internet, sur les fascias, justement, Fascinant Fascia ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça, Fascinant Fascia. Voilà. Nice. Ben, je vais regarder ça certainement. Ok. Et pour les gens qui aiment la question de l'eau, donc toute l'eau, la structure de l'eau, la quatrième phase de l'eau, le gel et tout ça, ben, c'est le fascia qui file, donc qui en tout cas qui aime l'eau. Là. Donc la structure de l'eau se fait sur les surfaces du fascia et c'est ça qui crée le gel finalement qui vibre, comme je disais tout à l'heure. Fait que voilà, ben, donc merci de m'avoir permis de partager ça, mais pour moi, pour l'unification de ces mouvements-là, tu sais, en recherche de vérité, si on veut, tout ça, je pense que tant qu'on n'ira pas là,
ça va être difficile d'avoir une vision unie et qui va regrouper toutes les choses ensemble, tous les différents mouvements de recherche de vérité qui cherchent une espèce de nouveau paradigme tranquillement, là. Ça va se faire, mais selon moi, le fascia est assez important là-dessus. Donc, Jérémy, un immense, immense merci de t'être joint à moi pour un petit épisode où est-ce qu'on a pu parler aux gens de la francophonie dans le franc des yeux, comme j'aime dire. Donc, tu as un site web, tu as des réseaux sociaux et je te laisse plugger, si tu veux, ton programme que tu parlais pour les gens qui veulent s'abonner, qui t'ont Mhm. apprécié aujourd'hui. Donc, vas-y avec tes références pour la suite. Ça marche. Ouais, bah, je te mettrai les liens parce que là, il y a mon site, effectivement. Après, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a toujours la menace de la censure, hein. Hier, je me suis encore fait retirer une vidéo par YouTube, donc Ah ouais, hein? c'est interminable, hein. Donc après, je suis sur Telegram, je suis à différents endroits un peu moins censurables. Puis il y a ma newsletter, évidemment, qui est le mieux parce qu'une fois que j'ai votre adresse email, bah, je peux vous envoyer un mail. Alors que si j'ai pas, bah, si Telegram saute, bah, on n'a plus rien, on n'est plus en contact, quoi. Donc voilà, donc je te laisserai mettre les liens sous la vidéo, mais mon site c'est jérémie-mercier.com et dessus vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Voilà. Excellent. Et c'est quoi, mettons, en gros, les frais ou pour les gens qui voudraient s'abonner à ton truc mensuel avec les invités? Pardon, ça c'est 19 € par mois quand il n'y a pas de promotion. Voilà. OK, excellent, super. Donc, j'invite les gens, s'ils ont apprécié, qui ont envie d'en apprendre plus et qui ont aimé ta bouille, sympathique, donc de s'abonner à ça, de te supporter et de s'ouvrir les esprits pour pouvoir aller plus loin un peu dans le futur de la santé et de la médecine. Alors, je rappelle aux gens que s'il n'y avait pas de conseils médicaux présentement, qu'on ne faisait pas de déclaration officielle pour dire quelle est la vérité aux gens, c'était une vidéo de recherche, d'exploration, d'hypothèses et dans le but d'aider les gens à améliorer leur connaissance tout simplement sur ce qui se passe présentement. Jérémy Mercier, c'était génial, un immense merci. Je veux te dire félicitations encore une fois d'avoir su suivre tes instincts, ton cœur, d'avoir eu l'esprit assez ouvert pour poursuivre ces recherches-là. C'est une voie qui était et qui est encore, je pense, extrêmement importante dans la francophonie sur la sphère du web. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite bon succès pour la suite, mon cher, puis peut-être au plaisir de se reparler un jour. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup à toi, Gab. À Salut bientôt. tout le monde, c'était le podcast dans le fond des yeux. On se revoit la prochaine fois et c'était le sujet viralité virtuelle. Hmm. Ciao! Salut Ciao. Jérémy.